Salut, salut, c'est GL Kago. Ce que tu t'apprêtes à regarder est l'interview quasi brute, en fait, vraiment, que m'a donné Jérôme Alquier. Et pourquoi quasiment brute? Parce qu'en fait, à chaque fois que Jérôme ouvre la bouche, ben, c'est super intéressant. Donc, j'ai vraiment décidé de la laisser quasiment telle qu'elle, sauf certains éléments où des fois ça spoilait un petit peu ou autre. Voilà, parce que bon, je ne voulais pas non plus vous gâcher le plaisir de découvrir cette BD et sa suite. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vous apprêtez à regarder. Alors oui, c'est un petit peu long, mais vous allez voir, c'est vraiment très 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 intéressant. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager hein, cette vidéo si jamais ça vous plaît. Et, enfin, si vous êtes des passionnés, il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. Donc partagez cette vidéo, hein, voilà, tout simplement. En tout cas, moi je remercie encore Jérôme Alquier de m'avoir accordé cette interview et Monsieur Harlock Toshiro d'avoir rendu cela possible. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo. JL Kago. Autrement, c'est bon, impeccable. Allez, ça marche. Eh ben écoute, déjà on va commencer par te présenter tout simplement, hein. Je vais t'introduire en fait dans la vidéo. Parce que moi en fait j'ai tourné toute la vidéo il y a quoi? Il y a 1 heure. Et là maintenant il y a juste les séquences à incruster après. À incruster. Ah ok, d'accord. Donc ouais, parce que si tu veux, j'ai quelqu'un que tu as rencontré, que j'ai eu en interview, Fabrice Fabrizio. Oui. Voilà, donc il me fallait un spécialiste de Saint Seiya parce que moi, clairement, je suis vraiment pas du tout. C'est pas que je suis pas fan de Saint Seiya, c'est que ça m'a pas laissé un truc intarissable en fait, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que j'étais curieux du coup de découvrir ta BD parce que est-ce que tu allais, tout comme pour Albator, je suis pas fan d'Albator à la base. Harlock m'a offert le premier dédicacé, du coup j'ai acheté les 2 autres et j'ai trouvé ça formidable. Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu vas réussir à m'intéresser à Saint Seiya en fait, et la réponse vers l'univers Saint Seiya. la réponse elle est clairement oui. On en reparlera. Ah bah tant mieux. On en reparlera après. Tant mais moi mieux. en fait dès lors où tu rajoutes, parce que c'est ce que je dis, on va en parler dans les questions, faut quand même avoir du cran pour aller voir l'auteur et lui dire attends, par contre ton histoire, ok, mais moi je vais rajouter ça, hein, c'est plus Shun, mais c'est Iki qui va recevoir le corps d'Hadès. Je veux dire, il a dû te regarder avec des yeux. Il a dû te regarder avec des yeux comme ça, le mec. Bon, c'est dans les questions, oui, donc écoute, on en reparlera. On en parlera, mais oui. Et moi, en fait, quand tu touches à un univers existant, soit tu fais exactement pareil, et ça n'a pas d'intérêt, soit tu rajoutes des petites choses personnelles, et puis ça plaît ou ça plaît pas. Mais bon, c'est toujours comme ça, quoi. Mais Parle-en à ceux qui font les Star Wars 7, 8, 9, et puis on en rigolera. mais bon. Non, mais là, c'est vrai que c'est du cran. Et moi, ça, j'adore. C'est comme le passé que tu as rajouté à Guilty. C'est ça, ce genre de détails, j'adore et ça marche très bien. Bon, écoute, tant mieux. Voilà, allez, on prend la vidéo. J'ai la chance d'avoir avec moi l'auteur de la bande dessinée Saint Seiya et je peux vous dire que c'est vraiment un grand plaisir parce que c'est quelqu'un que je suis depuis vraiment très longtemps. Jérôme Alquier, bonjour. Salut. Alors, c'est très gentil comme présentation, je te remercie. Je suis l'un des 2 auteurs, je précise juste. Oui, parce qu'on est 2 sur le projet de Saint Seiya, ce qui n'était pas le cas sur Albator, où j'étais en effet tout seul. Et donc, je fais un petit coucou à Arnaud Dolène, qui est mon co-scénariste sur Saint Seiya. Et je pense que vous n'étiez pas trop de 2. Ouais. En fait, on aurait dû être 4 ou 5, hein, comme pour Goldorak. C'est ça. Du coup, comment t'es venue l'idée, toi, de te dire, tiens, si j'apportais ma pierre à Saint Seiya? Alors, ma pierre à Saint Seiya, je l'apporte depuis le premier épisode diffusé en France. C'est-à-dire que moi, je suis tombé devant un peu par hasard. Je passe devant la télé, je tombe sur des colonnes grecques. Je me dis, ah, sympa, peut-être une suite à Ulysse 31 que j'adorais. Et je regarde et je vois le premier épisode avec Seiya qui revêt l'armure de Pégase, etc. Donc, j'ai trouvé ça vachement sympa. Je regardais les premiers épisodes et puis dès l'épisode 4-5 avec le combat Seiya Shiryu, où Seiya se relève, refrappe dans la griffe droite du dragon, etc. Et redonne la vie à Shiryu. Je dis, ah ouais, non, mais ça, c'est épique. Et en fait, dès ce moment-là, donc c'était en avril 88, dès ce moment-là, j'ai été totalement happé par Saint Seiya. Je savais pas que c'était, que tous les gens de ma génération l'étaient autant que moi. Je l'ai découvert bien plus tard. Quelques mois après, j'ai vu avec le classement des
des meilleures séries du Club d'eau que les Chevaliers étaient largement devant. Donc je me suis dit, ah ben je suis pas tout seul à penser ça. Mais du coup, dès le début. Et en fait, dès le début, j'ai commencé à dessiner des Chevaliers du Zodiaque sur mes coins de table, sur un peu aussi dans les marges de mes cours de maths. Et donc, dès le début, si tu veux, moi je dis tout le temps que n'importe quel fan apporte sa pierre à l'édifice dès qu'il fait vivre sa licence, enfin, dès qu'il fait vivre la licence dont il est passionné d'une manière ou d'une autre, quoi, que ce soit une fanfiction, un petit crowbar, une histoire inventée, ou même le partager dans la cour de récréation, c'est déjà le propager et faire en sorte que d'autres personnes s'y intéressent aussi. Donc voilà, c'est dès ce moment-là. Oui, Et cette passion, elle n'a fait que grandir, si tu veux. Plus la série a avancé et plus j'ai été passionné des Chevaliers. Mais j'ai encore mes dessins, je les ai derrière moi d'ailleurs, si tu veux, je les sors. Hein. Mais j'ai encore volontiers, ma toute première, je vais te montrer, j'ai ma toute première BD des Chevaliers du Zodiaque et quand je vais te la montrer, tu vas dire, ah ouais, c'est moins joli que celle que j'ai achetée. Là, ça, mais c'est formidable parce que moi qui ai fait aussi, donc, comme on parlait de Goldorak, c'est un peu la même histoire en fait que Denis Bajram, quoi. Oui, ben voilà, exactement. Tiens, regarde, ça, c'est ma toute première BD des Chevaliers. Bon, alors, je te raconte les dessins, c'était pas mythique, hein. C'était, voilà, j'avais 15 ans, quoi. Non, 13 ans, j'avais. Presque 14 ans. C'est déjà pas mal, je te dirais. Déjà, faut un petit peu d'imagination pour les reconnaître. Et puis après, un petit peu plus tard, je me suis amusé à faire des albums Panini Homemade, tu vois, avec où je me faisais carrément mes images autocollantes. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué vraiment profondément. Ah ouais, donc c'est vrai que les Chevaliers, ça m'a toujours accompagné toute la fin des années 80, début des années 90. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Shingo Araki en 95 et je reconnais que cette rencontre-là m'a marqué parce que ce caractère designer, il est tellement particulier. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait sur les Chevaliers, mais je me suis rendu compte qu'en fait, si j'étais fan d'Ulysse 31, de Goldorak, de Lady Oscar, c'était parce qu'il y avait un dénominateur commun qui s'appelait Shingo Araki derrière, quoi. Et donc forcément, c'était quelque chose d'incroyable de pouvoir lui serrer la main et de lui montrer mes dessins, d'avoir un retour dessus. Ouais, c'était génial. Et donc, ouais, les Chevaliers, ça a toujours eu une place très, très importante dans mon cœur. Donc, quand on a attaqué, pour répondre à ta question, tu as vu, je fais des parenthèses. Pour répondre à ta question, quand on a eu la possibilité de travailler avec le Japon sur différentes licences avec Kana, bien sûr, on a commencé avec Albator, comme tu le sais, avec cette collaboration vraiment formidable avec Leiji Matsumoto sur Mémoire de l'Arcadia. Mais comme l'équipe japonaise qui avait derrière, c'est-à-dire l'éditeur japonais qui est Akita Shoten, qui servait d'intermédiaire avec Matsumoto, c'est le même éditeur qui publie les œuvres de Kurumada Sensei. Ben, l'équipe était déjà toute faite. Je pense que l'éditeur est allé voir Kurumada en disant ben voilà ce qu'on a fait sur Albator. Maître Matsumoto est super content. Il propose de faire pareil sur Senseiya. Est-ce que tu es d'accord? Et puis, c'est allé très, très vite, quoi. Et tout s'est bien aligné pour qu'on puisse travailler rapidement dès la fin d'Albator, en fait. Hein. Même dès la sortie du tome 1, on avait déjà avancé sur Senseiya. Mais c'est vrai que j'avais discuté un petit peu avec Christelle, donc, de chez Kana, et qui m'a expliqué que Albator, ça a vraiment été la porte d'entrée en fait pour la collection Kana classique en fait. Oui, c'est la carte de visite. C'est-à-dire que quand tu as fait Albator, derrière, tu sais que tu prends l'album d'Albator, tu montres au Japon ce qui a été fait sur ça, et puis tu négocies après la licence. Mais ça a été très très important de faire Albator parce que ça a aussi défini vraiment le format de la collection Classics. Ouais. Elle est au format franco-belge, comme tu le sais, en couleur, parce que pour plein de raisons, et j'ai vraiment défendu ces raisons-là quand on était en discussion avec le Japon, notamment Akita Shoten. Je leur ai expliqué parce qu'ils avaient plutôt envie que je fasse du manga, quoi, parce que c'était plus simple pour eux de sortir sur le sol japonais un manga. Et puis le franco-belge, ils n'ont pas trop l'habitude, mais moi j'avais vraiment insisté. On était avec Christelle justement, on était tous les deux en face d'Akita Shoten et on leur avait dit mais non, nous on veut faire du franco-belge parce que pour deux raisons. La première, elle est artistique parce que moi de mon côté en tant que dessinateur, j'ai les codes du franco-belge, mais j'ai pas vraiment ceux du manga. Et si je vais faire un manga,
je saurais peut-être le faire, mais il sera pas aussi beau qu'un manga japonais. Et très honnêtement, ils ont 25 Jérôme dans chaque doigt au Japon. Donc, quel intérêt de faire un manga pour être une pâle copie de ce qu'ils sont capables de faire? Par contre, on a vraiment notre culture franco-belge et notre savoir-faire franco-belge avec la couleur et tout. Et on pense vraiment que là, j'ai une valeur ajoutée à apporter au projet par rapport à ce qui est fait déjà au Japon. Donc ça a été le premier argument artistique. Et puis le deuxième argument, c'était éditorialement de dire, mais vous savez, nous, le public cible qui est visé par la collection classique, c'est des gens qui ont 30, 40 ans, qui ont connu, qui sont de la team Récréa 2 ou la team Club d'eau, et pour qui le manga, le mot manga, à l'époque, ça ne signifiait rien. Je ne sais pas quel âge tu as, mais moi, j'ai 38 ans. Moi, voilà, donc tu as connu les dessins animés avant de connaître les mangas. Mais même les premiers mangas qu'on a eus, pour moi, c'était des BD. Quoi. Voilà, on n'appelait pas ça. Et quand Glénat a sorti Akira, il l'a sorti au format comics, couleur, parce que le manga, personne ne connaissait ça. Donc les premiers souvenirs qu'on a d'Albator, de Goldorak ou des Chevaliers du Zodiaque sont des souvenirs animés, souvenirs télévisuels, avec plein de couleurs. Et ça faisait sens, je pense, de donner au public ce format-là, ce format de BD franco-belge qui était le format qu'on trouvait partout dans les années 80, et pas du tout le format manga, plus est, qui rajoutait cette dose de couleur qui était la Madeleine de Proust pour les gens qui aimaient les dessins animés. Et avec le recul, donc on a vraiment défendu ça. On a senti qu'Akita Shoten avait tiqué un petit peu et s'était dit, est-ce que c'est une bonne décision? On ne sait pas. Et quand on a envoyé les premières planches, je te garantis qu'on avait un peu le stress parce que tu défends en mordicus un truc, mais si après ça leur plaît pas, t'as l'air con. Ouais. Et finalement, ils ont trouvé ça génial. Ils avaient l'impression que c'était des artbooks en fait qu'on envoyait. Quoi. C'est super beau, mais c'est des livres d'art et tout. Et le fait qu'ils n'aient pas l'habitude de ça et qu'ils voient arriver ça, ça a été vraiment un argument extrêmement positif. Là où, un petit peu avant, lors de cette réunion-là, ça pouvait paraître négatif. Et on est très très heureux d'avoir pris cette décision-là. On l'a vraiment défendu. Et aujourd'hui, sur Senseiya, je me rends compte en discutant avec les gens que tu as deux types de public en fait pour la collection classique. Tu as les fans inconditionnels. J'aurais fait un manga, j'aurais fait du franco-belge, j'aurais fait même ma BD sur du papier cul, ils l'auraient acheté parce que c'est des fans inconditionnels et il n'y a que ça qui compte. Par contre, pour le grand public, ce qu'on appelle grand public, c'est ceux qui ont connu la série dans les années 80, eux qui sont passés à autre chose, qui n'ont pas forcément continué dans le domaine du manga, qui ne sont pas passionnés pour d'autres choses, etc. Pour qui c'est juste nostalgique, eux, clairement, on les aurait perdus avec un format manga. Et je le vois parce qu'ils me le disent beaucoup. Ils me le disent beaucoup en dédicace. Ils me disent, heureusement que vous l'avez fait en franco-belge parce que je reconnais qu'en manga, je l'aurais pas acheté. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je pense qu'on a pris la bonne décision. Ok. Et d'ailleurs, voilà. je vais juste revenir juste un petit peu sur Albator parce que en France, moi, j'ai l'impression que tu es un peu le fils spirituel de Matsumoto quand même. Tu as été adoubé plusieurs fois par Matsumoto. Tu as une vraie relation avec cet auteur. Ça va au-delà, j'ai l'impression, de juste avoir travaillé avec lui sur une BD, non? Ce que je trouve vraiment incroyable avec Matsumoto, c'est que, alors je ne sais pas si c'est pareil pour Kurumada, je le connais pas assez, mais Matsumoto, en fait, tu te rends compte quand tu détailles son œuvre, qu'elle est profondément en rapport avec sa propre vie personnelle. Quoi. Okay. C'est un enfant de pilote kamikaze de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a une relation avec l'aéronautique, même l'aérospatiale, par l'intermédiaire de son frère qui travaille pour l'aérospatiale au Japon. Il y a vraiment une vraie relation. Et donc, quand tu vois dans ces BD des histoires d'avions, de vaisseaux spatiaux, de choses comme ça, tu sens que c'est la continuité de sa vie. Lui-même aurait aimé être pilote de chasse. Il n'a pas pu l'être à cause de ses yeux. Et il est devenu mangaka à cause de ça, parce qu'il n'a pas pu être pilote, quoi. Et donc, tu as cette relation entre l'auteur et l'homme et son œuvre qui est beaucoup plus forte que quand tu crées de la fiction de A à Z. Même si tu la crées très bien. Lui, c'est vraiment une continuité. Je vais te la faire courte, mais quand on a eu l'occasion de manger ensemble, il nous a raconté comment était né le projet du Galaxy Express visuellement et tout. Et c'était parce qu'il quittait son île qui était très rurale. Il prenait le train, il passait en dessous d'un tunnel pour ressortir. La sortie du tunnel, elle était dans une grande ville où il allait justement, etc. Et il me disait, j'avais l'impression, il n'y avait pas de lumière en plus ce jour-là, j'avais l'impression de passer d'un endroit qui était totalement
forêt, de très, très, très campagnard. D'un coup, on était dans un truc tout noir, comme une nuit totale, et puis on ressortait, on était au milieu de building. J'ai eu l'impression que j'étais passé d'une planète à une autre avec un train qui avait voyagé dans l'espace, dans le noir absolu. Et c'est comme ça qu'était né Galaxy Express dans ma tête, quoi. Donc, tu vois, en fait, il y a plein de choses comme ça qui te racontent, sa vie. Et en fait, tu dis, bon, attendez, là, ça, c'est un extrait de Arcadia de ma jeunesse, c'est un extrait de telle série. Non, non, ça m'est arrivé à moi. Donc, c'est vrai qu'il y a cette relation-là qui fait que, en ayant aimé l'œuvre de Matsumoto et en l'ayant décortiqué, dessiné, apprécié, lu des dizaines, des centaines de fois, finalement, tu en sais beaucoup plus sur l'homme que sur l'artiste vraiment qui est derrière, parce que c'est vraiment sa continuité. Donc c'est vrai qu'il y a ce rapprochement, mais pas de moi, mais je pense de n'importe quel lecteur de Matsumoto avec l'auteur, parce que son œuvre est vraiment la continuité de sa vie. Je ne sais pas si c'est tout à fait pareil pour Maître Kurumada, mais je l'ai pas forcément ressenti comme ça. Mais c'est vrai qu'avec Matsumoto, il y avait cette relation-là, quoi. Puis c'est un gars incroyable qui a des millions d'histoires à te raconter à chaque fois que tu le croises. Donc, ouais, passer un moment avec lui, c'est juste formidable, quoi. Ok, ça marche. Et Albator a été porté au Japon ou pas, tu sais, non? Ton Albator. Hein. Le Mémoire de l'Arcadia, bah, écoute, il est sorti en téléchargement. Parce que là-bas, il faut savoir qu'ils sont à peu près à un taux de lecture numérique presque de 50%. D'accord. Alors que chez nous, ça dépasse à peine 5-6%, quoi. Ouais. Et tu as eu des retours sur ton œuvre au Japon, du coup? Pas trop, non. Pas trop, d'accord. Okay. Je sais qu'ils nous ont dit, comme c'était un téléchargement, ils ont regardé la quantité de téléchargements. Il y avait deux difficultés dans ce qu'on proposait, enfin ce que Akita Shoten proposait sur son téléchargement. Le premier, c'était la taille des planches, qui était beaucoup plus grande que des tailles de manga classiques. Donc, quand on les télécharge et qu'on les met sur un téléphone portable, ben, tu vois, il faut bouger un petit peu sur l'écran pour arriver à avoir, à pouvoir jouir de toutes les cases, qui est moins le cas pour un manga, où tu peux en effet avoir une page entière sur ton écran. Le deuxième, c'était le sens de lecture. Parce qu'ils ont vraiment respecté le sens européen en le produisant en japonais. Ils ont juste changé les bulles à l'intérieur, mais comme nous, aujourd'hui, on le fait en respectant le sens de lecture japonais pour nos mangas. Bah, eux, ils ont respecté le sens de lecture européen. Donc, ça faisait quand même deux inconvénients, je sais pas, deux handicaps, si tu veux, par rapport au public japonais. Malgré cela, les téléchargements étaient plutôt en bonne quantité. Alors, c'est pas le blockbuster, ça c'est sûr. Mais c'est pas du tout un flop comme peut-être les deux handicaps auraient pu le générer. Donc, ils avaient l'air plutôt contents. Après, moi, de mon côté, je sais pas ce qu'il faut en penser ou ce qu'il faut dire. Puis tu connais aussi la politesse des Japonais, donc peut-être qu'ils m'ont dit ça pour pas me froisser ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est marrant ce que tu leur as infligé, parce que moi, quand on a découvert les mangas, nous aussi, on se brûlait la tête au début, c'était compliqué. Donc là, en fait, de savoir qu'eux, ils ont vécu la même chose, c'est assez rigolo pour le coup. Oui, et puis mais moi, j'ai pris ça vraiment comme un très beau cadeau, très respectueux, parce que ils auraient pu, hein, tu vois, inverser comme on avait fait Dragon Ball au tout début, on avait totalement inversé les images. Bon, Albator avec la cicatrice à droite plutôt qu'à gauche, ça aurait fait bizarre. Mais bon, ils auraient pu le faire, ils auraient pu, je sais pas, demander que pour la sortie japonaise, on retouche nos planches pour qu'on puisse le lire dans l'autre sens. Ça aurait été éventuellement possible, tu vois. Ça aurait demandé du travail, mais ça aurait pu être possible. Le fait qu'ils aient vraiment respecté l'œuvre originale comme elle avait été faite, comprenant que le positionnement des cases avait vraiment un sens, une homogénéité dans la construction de la page entière. Parce que c'est vrai, on construit une page entière, on ne construit pas des cases et puis on les met les unes derrière les autres, on construit une page. Et ça, en effet, elle est pas symétrisable comme ça, quoi. Donc, le fait qu'ils l'aient respecté en comprenant tout ça d'un point de vue artistique, c'était très respectueux pour nous. Et moi, c'était un très, très beau cadeau. Ils l'ont fait sur Albator, ils l'ont refait après sur Senseiya, alors carrément en version papier. Et moi, je suis très touché d'un tel honneur d'avoir pu sortir dans le sens européen. Deuxième question. Au bout d'une demi-heure, deuxième question. Oh là, ça va aller plus vite, ça va aller beaucoup plus vite. Moi, je me demandais, en fait, en lisant ta BD, combien de temps il t'avait fallu, combien de temps de réflexion il vous avait fallu pour te dire, bon, bah là, ok, on tient un truc crédible, on y va, on fonce.
Ça se fait jamais d'une traite, hein. Il y a plusieurs G avant d'arriver à quelque chose de bien. Le premier G, il date d'il y a 3-4 ans. J'étais à peine sur le début d'Albator quand on a fait le premier G de Senseiya, et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de profondeur, qu'il y avait le côté senseiesque un peu épique et tout, mais il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas d'antagoniste vraiment avec un véritable fil rouge et tout. Et puis c'est en discutant avec l'éditeur, on a fait progresser le projet petit à petit. Il y avait un cahier des charges aussi que j'avais imposé à mon co-scénariste, qui était le fait que je voulais qu'il n'y ait pas en fait une réalisation des armures localisées dans l'histoire originale. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les armures V1, V2, V3, V4, etc. Et je pense aussi que les fans de Senseiya, ils aiment certaines armures, d'autres en aiment d'autres, etc. Donc, je voulais pas priver ceux qui aimaient telle armure plutôt que telle autre de les voir parce que ça allait être trop localisé dans le temps sur la timeline originale. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, mais il faudrait inventer une histoire qui puisse balayer toutes les époques de Senseiya de l'œuvre originale pour que, à un moment ou à un autre, toutes les armures apparaissent. C'était le point de départ. Et qui dit jouer sur différentes époques oblige comme ça un scénario, soit faire des one-shots à des moments différents, mais nous, on voulait vraiment faire une histoire qui était dans une continuité, du moins avec un même antagoniste et un fil rouge. Et ça a obligé du coup cet antagoniste à être capable de passer d'un moment à un autre de l'histoire. Qui parle de temps et de moments, de time de jump, de choses comme ça, a fait naturellement converger vers l'idée de Chronos, qui était le dieu du temps. Et c'est comme ça que ça s'est construit petit à petit. Et puis après, on s'est dit, bon, allez, à quel moment on met le premier, à quel moment on met le deuxième, etc., etc. Ça se construit petit à petit. Il faut pas croire qu'on est parti d'un premier jet comme ça, quoi. Mais par contre, une fois qu'on a écrit le scénar, on a dû écrire les 5, parce qu'il y a 5 albums. Ouais. On a dû écrire les 5, alors pas dans le détail, pas scène par scène, mais grosso modo, on a dit, voilà, dans le tome 1, il va se passer ça, ça et ça, dans le tome 2, ça, ça et ça, jusqu'à la fin du tome 5, où en plus, on doit reboucler avec quelque chose. Je dis pas quoi, sinon ça spoil, mais on doit reboucler avec quelque chose. Et donc, le Japon nous a posé des questions vraiment bien, bien précises sur le déroulé des 5 albums et en particulier sur le 5e, justement. Ouais. Donc, on a dû répondre avant même de commencer à faire les premiers dessins de mon premier album. J'ai dû répondre à des questions avec Arnaud sur le scénario du 5e. D'accord. Donc, on sait exactement où on va. On n'y va pas à la réglette en disant bon, allez, super, on a fait notre premier, on verra bien où on fera le deuxième. Non, déjà, tout est précis, tout est écrit et validé par le Japon. D'accord, ok, bien sûr. C'est top. Et question, parce que tu m'as dit quelque chose là, les 5 albums vont se suivre directement, parce que tu parles à chaque fois de temporalité différente. Donc là, ça m'a fait tilt. Les 5 albums vont être un peu dissociés les uns des autres, mais dans la même histoire, c'est ça? Alors, ça, on va pas le dire, hein, c'est juste pour moi. Hein, on va pas je peux te dire que ce qu'on a déjà rendu public, c'est que le tome 1 se passe en effet juste avant la bataille des 12 maisons, à la fin des Chevaliers d'Argent et avant la bataille des Chevaliers d'Or. D'accord. Parce que c'est le seul moment de respiration qu'on avait dans le manga. Parce que dans le manga, ça va très vite, il s'arrête jamais en fait. Dans les épisodes, quand tu les regardes, tu as l'impression qu'il se passe des jours et des jours entre chaque épisode. Donc, tu as des moments de respiration, mais dans le manga, entre le début des Galaxian Wars jusqu'à la fin des Chevaliers d'Argent, en fait, tout se passe en continuité. Il n'y a pas de stop. Donc, il fallait se positionner à un endroit où il y avait quand même un stop. C'était juste avant l'arrivée du Lion d'Or au Japon. Donc, on s'est positionné là. Pour cette raison de respiration, mais aussi parce que le personnage de Ikki du Phénix revenait à la vie à ce moment-là et qu'on en avait besoin. Tu as lu l'album, tu l'as vu, c'est l'élément déclencheur de notre histoire, c'est la renaissance de Phénix qui fait que l'antagoniste va intervenir alors qu'il aurait finalement pas dû être là de toute l'histoire. Et donc c'est pour cette raison que ce tome 1 se passe à ce moment-là. Mais le tome 2, en fait, il va pas du tout se passer juste après. Il va se passer après la bataille des 12 maisons du Zodiaque. Donc juste avant la guerre de Poséidon. Donc tu vois, beaucoup plus loin dans le temps. Mais alors, tout ça, on vous rassure, on vous perdra pas, ce sera bien expliqué dans les albums. Ah, putain, alors moi je trouve ça excellent parce que, déjà, tu vois, je m'étais dit en le lisant, je me suis dit, ça doit être compliqué de réussir à embriquer une histoire de Saint-Seiya, à garder la canonicité de la chose et tout ça. Et là, tu es en train de me dire que, je suis vraiment, je te dis, je suis vraiment pas fan de Saint-Seiya, mais j'adore ce que vous avez créé en fait. Et là, ce que tu me dis, tu le vois bien, tu vois ma tronche. Je suis super excité, quoi. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas rebondir à chaque fois. Ça a dû être un travail de malade, vraiment. Et puis des fois, dans le manga original, il nous aide pas beaucoup parce qu'il y a des fois une toute petite phrase qui a l'air anodine qui fout en l'air tout notre truc parce que, si tu prends en compte cette phrase-là, ça marche plus. Notre histoire, elle est plus cohérente. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Il faut
faut se secouer un peu le cerveau pour trouver la bonne manière d'aborder les choses. Mais c'est passionnant aussi, c'est pour ça qu'on Ah fait le oui, projet. bien Si sûr, c'était bien pour sûr. raconter un film non canon et enfin voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait, on n'apporterait pas grand-chose là-dessus. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'inclure dans l'œuvre de Kurumada pour que. Alors moi, j'aime pas trop le terme de canoniser, etc. Oui, Voilà. Mais l'idée, c'est d'être le plus fidèle possible, que tu d'accord. puisses Ouais. lire notre album en te disant, ben oui, ça fait partie de, de, de la timeline de l'œuvre originale et pas un spin-off dérivé où tu peux te permettre à ce moment-là différentes libertés, ce qui est plus simple, à mon sens, c'est plus simple à gérer. Donc là, en effet, on s'est compliqué la tâche. Ah bah Mais carrément. c'était par passion aussi, et puis aussi parce on est fan de l'œuvre originale et que c'était surtout celle-là qu'on avait envie de faire briller encore davantage, quoi. Je dis pas que les spin-offs sont pas bien, au contraire, hein, ils sont vraiment super bien. Commencer par Los Canvas, Sentia Show. Moi, j'aime beaucoup les spin-offs. Mais voilà, moi, j'avais envie de faire vivre Seiya, Shiryu, Shun, Yoga et Iki, quoi. Pas un Tenma ou celui de la prochaine guerre sainte ou le petit arrière-petit-fils de Shiryu, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les 5 avec lesquels j'ai grandi, que j'ai aimé, pour lesquels je me passionnais à la télé, pour lesquels je trépignais d'impatience le mercredi midi en me disant, ça y est, plus que 2 heures à attendre avant le nouvel épisode, que j'étais désespéré le mercredi soir en me disant, putain, j'ai encore une semaine à attendre pour voir la suite. Voilà, donc c'était ça, moi, que j'avais envie de faire. Et donc, ça faisait partie du cahier des charges aussi de dire, voilà, je voudrais qu'il y ait des timelines en pointillé dans les albums pour toucher un petit peu toutes les périodes et aussi faire en sorte que nos albums permettent un petit coup de projecteur sur les choses que Maître Kurumada avait laissées dans l'ombre. On a parlé en off tout à l'heure du personnage de Guilty, le maître de Iki de l'île de la mort, On en l'île de la reviendra reine de après. la Ouais, mort, ouais. pardon. Et pour lequel Maître Kurumada n'avait pas forcément détaillé de background particulier et avec qui on a discuté pour savoir quels étaient les degrés de liberté qu'on pouvait apporter à ce personnage-là. Et puis il nous a dit ben, feu vert, du moment où vous respectez le personnage, son poste de maître d'Iki, etc. Allez-y. C'est l'intérêt aussi de faire des œuvres comme ça par d'autres auteurs, c'est d'apporter aussi des choses nouvelles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé, qu'on a pu agrémenter et alimenter un petit peu de nouvelles choses, l'œuvre originale de Maître Kurumada. Et moi, c'est ça vraiment qui m'a plu en fait, hein, parce que bon, l'arc du sanctuaire, ça va, je le connais quand même. Mais c'est ça qui m'a plu, c'est le fait de rajouter en fait des choses, comme tu l'as dit, à Guilty notamment, l'histoire. Et ça, c'est très bien expliqué par, euh, par Fabrizio, hein, qui est intervenu plus tôt dans la vidéo, ou moi qui n'a pas Je n'en ai forcément. aucun doute sur l'enthousiasme de Fabrice. Et justement, il expliquait que ce que tu avais fait avec Guilty, en fait, ça avait déjà été fait avec Yoga et son maître. C'était un peu le même délire, en fait, l'effacement de la mémoire et autres. En fait, alors il a dit très exactement que tu avais fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu avais utilisé un procédé déjà connu, en fait, pour. Tu avais joué sur une corde sensible. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui avait déjà été fait dans Sasseya. Ouais, le Genmaoken du grand pop pour utiliser l'esprit de l'adversaire à ses fins, c'est quelque chose en effet qui existait dans la. Alors, il existe dans le manga, il le fait avec le Chevalier du Lion, donc un petit peu plus tard dans la timeline par Ouais, rapport à notre BD. Mais par contre, un peu plus tôt dans l'animé, il le fait déjà avec le maître de yoga pour retourner le maître de yoga contre lui. Bon, le truc est un petit peu différent dans le sens où le maître de yoga, d'abord, c'est un personnage créé pour l'animé, tu le sais, puisque le vrai maître de yoga, c'est non, je le Camus sais du pas. Verseau. Non, Alors je voilà. le sais pas. Mais je pense qu'une partie des publics qui doivent te suivre et qui lui, aime bien Senseiya pour être venu écouter cette vidéo, c'est bien que le vrai maître d'Iki, c'est le chevalier du Verseau, Ouais, et c'est Camus, ouais. que dans l'animé, ils ont créé un maître parce ils n'avaient pas cette information-là, et du coup, il D'accord. fallait reboucler, et Verseau est devenu le maître du maître de yoga, quoi. D'accord, Mais ok. c'est vrai que ce Genmaoken, enfin cette illusion démoniaque avait été utilisée sur lui pour retourner un gentil contre un héros. Bon D'accord. là, c'est pas tout à fait la même manière de traiter la chose, quoi. Voilà. On est plus dans le Genmaoken fait sur Ayolia avec ça ne s'arrêtera que lorsque tu auras Ouais. vraiment que lorsque toi-même tu mourras et que ton élève sera devenu un homme dévoré par la haine. Donc il y a un autre objectif que juste
buter son ancien élève, quoi. C'est Mm. autre chose. Et puis oui, ça permet de traiter un petit peu, ça permet de voir la rivalité qui pouvait exister entre Guilty et le Grand Pop. Ça permet de travailler un petit peu sur ce qu'il était. Je sais pas toi ce que tu as eu, si tu as la version classique ou la version collector. Dans la collector, on va un petit peu plus loin avec une side story qui traite de tout ça. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant parce que ça traite aussi de la mythologie de l'armure du phénix et ça donne, à mon sens, hein, après c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais à mon sens, ça donne plus de profondeur que la manière dont avait été traité le maître de yoga, qui était juste un gentil qui s'était retourné contre son élève. Voilà. Ok. Non, non, Et moi puis j'ai il eu était la version. détesté. Guilty, c'était un personnage qui était détesté. Enfin, Ouais. il avait généré la haine. Et en fait, tu te rends compte que même quasiment pétrifié, il a quand même encore réussi à transmettre à Esmeralda le fait de lui dire continue à faire en sorte que Iki, même si je fais de lui une bête sauvage, etc., soit toujours présente à ses côtés parce que il faut lui donner cette lueur d'humanité encore présente, quoi. Même si moi je suis plus là, je te la transmets pour que toi tu le fasses. Et ça, je trouve ça vachement fort comme Comme message, ouais. comme message scénaristique. Donc voilà. Donc oui, il a raison de faire la comparaison au premier degré, mais le deuxième niveau de lecture est, j'espère, enfin je le ressens comme ça, plus profond pour le personnage de Guilty que ce qu'il ne l'avait été pour le personnage de Crystal. Ok, d'accord, merci. Ça marche. Bah non, mais c'est intéressant parce que moi j'apprends des choses. Alors c'est toi, je savais pas du coup que le personnage avait été créé parce que oui, Ouais. effectivement, je savais pas ça, tu vois. Je savais pas. D'accord, Bah, il y a d'accord, pas mal d'accord. de petites différences en fait entre l'animé et Ouais, le manga le parce qu'il le manga, faisait ouais. quasiment en parallèle et du coup des fois l'animé avait pas d'informations, ils étaient obligés De de broder. faire des petites choses et de reboucler. Bah, l'exemple le plus criant, c'est le Grand Pop en fait Hum, qui apparaît comme un personnage. Alors c'est l'antagoniste si tu veux dans le hum, manga parce qu'il envoie les chevaliers pour buter Athéna et récupérer l'armure d'or. Mais dans l'animé, ils expliquent qu'il y en a deux, en fait. Qu'il y en a un gentil, puis ouais. que le gentil meurt un peu rapidement, que c'est son frère cadet qui prend la place, et que lui, il Ça, est je me super rappelle, ouais. cruel, etc. Avec son plastron rouge, ses pics de partout. Hum, Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très différent par rapport au manga où le mec, il a juste deux personnalités, quoi. Enfin, juste, c'est déjà super d'avoir un antagoniste comme ça parce que ça permet plein de ouais. possibilités. Mais il n'est pas du tout de traité de la même façon que dans l'animé. Et ça fait partie aussi de pas mal de discussions sur ce personnage du Grand Pop lors de la pré-production du projet. Ouais. D'accord, ça marche. Alors, troisième question, du coup. Sur l'armée. Je vais en chier au montage, ça va être horrible. Bah, tu sais, en même temps, quand j'ai fait l'interview pour Goldorak, hein, j'avais les 5 auteurs. Hein, donc, c'est pas, Ah ouais, ok. c'était le bordel aussi. Hein. Alors, sur la BD Albator, tu étais seul. Là, sur Saint Seiya, vous êtes deux. C'est plus difficile de reprendre Saint Seiya. Et puis, parle-nous un petit peu de ton binôme aussi. Euh, Albator, je l'ai rencontré assez tardivement, c'était en 95. Donc j'étais un peu adulte déjà. Enfin, bon, j'ai jamais vraiment été, mais disons que voilà, j'étais capable de lire le deuxième sens deuxième niveau de lecture en fait d'Albator. Très vite, j'ai compris les sylvidres qui étaient une métaphore de l'écologie, etc. Ça, évidemment, quand j'étais enfant, j'étais passé à côté. Sur Senseiya, j'ai grandi avec. J'ai vachement aimé pour les attaques, la dynamique, la beauté des armures, les jouets, etc. quand j'avais 13-14 ans. Et puis, plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à m'intéresser aux autres choses, aux guerres fratricides, au fait que des ennemis pouvaient être des ennemis sans être des méchants, juste Ouais, des antagonistes parce que les situations voulaient que, etc. Puis, bah voilà, c'est la vie réelle, hein, c'est la vie de tous les jours. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place pour savoir, pour juger qui est le gentil, qui est le méchant. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir ce niveau-là. Et c'est une série qui m'a permis de rencontrer mon binôme, puisque tu parles de lui, Arnaud Dolène. On s'est rencontrés, on était tous les deux en école d'ingénieur à Toulouse. Et puis, moi, dès que je suis arrivé, j'ai tout de suite créé un club manga pour diffuser des dessins animés dans ma chambre. Et il est venu m'aborder en me disant, ah ouais, j'ai vu que tu faisais un club manga, est-ce que je peux venir voir des dessins animés chez toi et tout? Ouais, pas de problème. Et il rentre dans ma chambre et il tombe sur des dessins au mur, des chevaliers et tout. Oh, les chevaliers de Zodiac, j'adorais, c'est génial, ils sont super, tes posters, où est-ce que tu les as achetés? Je les ai pas achetés, je les ai dessinés. Ouais, bien sûr. Je fais, non, mais sérieux, je dessine, j'adore ça, je dessine les chevaliers. Oh, putain, c'est génial et tout. Puis en discutant, je vois lui, il était fan de jeux de rôle. Donc il est un maître du jeu
assez prolifique. Il a plein d'idées très très rapides, etc. Et il a aussi une capacité de pouvoir rebondir par rapport aux actions des joueurs euh, assez impressionnante. Et du coup, je faisais un truc de fanfiction à l'époque sur Senseiya, mais j'aimais pas trop écrire. Moi, ça me faisait chier d'écrire les textes. Et je me rappelle, ma première scène, c'était le vieux maître qui était à côté de la cascade des 5 pics. Et j'avais écrit, le vieux maître est assis en tailleur à côté de la cascade, quoi. Tu vois, le truc descriptif, mais pas très littéraire, quoi. Alors, je voyais bien, il lisait, et puis il me disait, mais si tu veux, on peut faire équipe. Je pourrais écrire un peu tes textes un peu de manière un peu plus littéraire, quoi. Je fais, ah bah ouais, vas-y, prends. Joue avec. Moi, je dessine comme ça m'arrange. Et puis, bon, quelques jours passent, et puis il revient, toc toc à la porte, il arrive avec son manuscrit. Je fais, ah, super, t'as écrit des textes et tout. Ouais. Et puis, je vois qu'il était transpirant parce qu'il était timide et tout. Alors, je prends son texte. La première phrase, c'était une phrase de dialogue, c'était ce que j'avais écrit. Il avait repris pareil. Alors, je commence à lire, je fais, ouais, bon, ça, c'est ce que j'avais écrit, quoi. Et donc, c'est grosse goutte en train de se dire, putain, la merde, ça commence mal. Et puis, au lieu de le vieux maître est assis en tailleur à côté de la cascade, je vois marqué ombragé par son éternel chapeau de paille, perdu dans des pensées insondables, le regard du vieux maître ignore la beauté familière de la vallée des 5 pics à laquelle la cascade sacrée prête sa voix. Et ouais, c'est un peu mieux. Ah ouais, c'est tout de suite un peu plus littéraire. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé nos collaborations ensemble en 95, novembre 95. Et quand on a eu la possibilité de travailler sur Senseiya, je me disais que je serais meilleur avec lui que sans lui. Et donc, c'était un bon moyen de reboucler la boucle de début de notre amitié, puisqu'on est amis depuis 27 ans. Et donc, j'ai demandé à Kana enfin, j'ai dit à Kana, je fais le projet, il n'y a pas de problème, mais je voudrais Arnaud comme co-scénariste avec moi. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Sur Albator, lui, il était moins connaisseur d'Albator, donc j'étais pas allé taper à sa porte pour lui demander de l'aide. Alors, je lui ai quand j'étais un peu bloqué scénaristiquement, je faisais l'appel à un ami, quoi, tu vois. Ouais, allô Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? J'en suis là et là dans mon scénario. Toi, t'aurais géré comment et tout. Donc, on a discuté, mais il n'a pas été co-scénariste ou quoi que ce soit. Là, sur Senseiya, c'est différent. C'était autant symbolique que vraiment intéressant scénaristiquement parlant. Bah, ce qui est drôle dans ce que tu racontes, c'est vrai que ce qui ressort de Senseiya, c'est la fraternité, et c'est tout ça. Et au final, ce que tu es en train de raconter là, c'est exactement la même chose. C'est une belle histoire. Franchement, c'est vraiment une belle histoire. Ouais, tout à fait. Lui-même, quand il en parle, il dit souvent que ça faisait écho, Senseiya, ça faisait écho à ce qu'il avait avec son groupe de jeux de rôle. Alors souvent, tu vois, c'était des histoires un peu épiques qu'il racontait. Lui, il est très fantasy. SF, etc. Donc, ça pouvait être, tu vois, un genre de Seigneur des Anneaux qui maîtrisait. Donc, tu avais toujours une équipe, des mecs qui partaient, qui se connaissaient pas forcément au départ, et puis, à force de vivre des aventures, qui créaient des liens entre eux et qui continuaient ensemble avec l'esprit de sacrifice, l'esprit d'entraide, d'abnégation, etc. Donc, c'est des valeurs, si tu veux, Senseiya, qui faisaient écho à ce qu'ils vivaient dans ces jeux de rôle. Donc, oui, et ça symbolise aussi bien notre amitié, quoi. Non, c'est top. Franchement, là, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Bon, bah, la question suivante, tu y as déjà plus ou moins répondu. Hein, c'était, tu rajoutes un background très intéressant à un personnage secondaire. Comment Maître Kuramada a réagi face à ça? C'est toujours pareil. Quand on veut créer quelque chose, on soumet les idées. Mais après, il dispose. Nous, on propose, il dispose. Donc, il y a des moments où il nous dit, bah non, ça c'est pas possible parce que ça correspond pas. Et puis à d'autres moments, quand il y a des zones un petit peu laissées dans le vide par Maître Kurumada, on lui demande clairement, par exemple pour Guilty, on lui a dit voilà, vous avez laissé libre ça. Voilà les infos qu'on connaît de Guilty officiellement. Est-ce que vous, quand vous avez créé le personnage, vous aviez d'autres choses en tête pour ce personnage-là que vous n'avez pas détaillé dans les albums, mais pour qui c'est, enfin, mais pour vous, ça fait partie malgré tout du personnage, même si nous, en tant que lecteurs, on ne le sait pas. Et auquel cas, si vous pouvez nous les donner, super, comme ça on les respecte et on va vraiment dans votre ligne directrice, exactement dans votre vision. Ou alors, est-ce que carte blanche, et selon le thème, c'était carte blanche, ou alors il nous guidait un petit peu sur, par exemple, le personnage de Death Mask, de Masque de mort du cancer. On l'avait traité d'une certaine façon au départ, un peu comme obéissant aux ordres du pop. Mais en fait, il nous a dit oui mais non, quoi, parce que Masque de mort, c'est un mec qui bosse pour son propre intérêt. D'accord.
Lui, ce qu'il veut, c'est couper des têtes pour les mettre sur son mur. Donc, il faut vraiment qu'on sente qu'il est déjà, il est très puissant, il est très méprisant. Et puis, il fait les choses parce que ça l'intéresse lui, et pas pour faire plaisir au grand pop ou par obéissance comme un petit chien-chien au grand pop. Donc, ça nous a demandé des modifications de texte, de choses comme ça, parce qu'on n'avait pas forcément bien abordé ce personnage-là, quoi. Donc oui, des fois, on a la totale liberté, et puis des fois, ben, on se fait un petit peu Aiguillé, enfin, ouais. recadrer parce que c'est en bonne entente, Aiguillé, mais ouais. voilà, réaiguiller, voilà, merci. Ouais. On se fait réaiguiller vers quelque chose qui est beaucoup plus dans sa vision à lui. Et le but du jeu, c'est qu'on on réinvente pas Saint Seiya, mais qu'on apporte des choses sur un socle qui est solide et qui n'a absolument aucune raison d'être changé à aucun endroit, quoi. Et là, du coup, pour Guilty, ça a été carte blanche ou ça a été aiguillé un petit peu quand même Et non, il nous a laissé une bonne carte blanche. Ouais. Il nous avait dit vraiment, j'ai pas détaillé le background de ce perso. On avait un background existant sur l'île de la Reine de la Mort, en fait, que on a pu voir. Il y a un bouquin là qui s'appelle, tiens, il est là, je peux montrer, le Cosmos spécial. Hop, il est là. Ouais, d'accord. À l'intérieur duquel on peut trouver des petites informations. Alors moi, je sais pas lire le japonais, mais il y a des gens qui m'ont un petit peu expliqué ce qu'il y avait à l'intérieur, et notamment des informations, tu vois, sur l'île de la Reine de la Mort, sur pas mal de petites choses, là, comme ça, je les montre à l'écran. Hop. Voilà, ce genre de petites informations qui sont toujours très, très intéressantes pour nous. Très honnêtement, on n'a pas trop eu la réponse, savoir quelle était vraiment l'implication de Kurumada dans l'écriture de ces éléments qui ne font pas partie ni du manga ni de la série animée. Et notamment, on avait plus ou moins lu que les armures avaient été fabriquées par les alchimistes du continent de Mu, avant que le continent de Mu soit totalement détruit. Et on avait lu aussi dans la description de l'île de la Reine de la Mort que cette île était un petit bout du continent de Mu. Et nous, on a rempli les trous en expliquant que c'est l'armure du Phénix qui était un petit peu différente des 87 autres, qui avait été construite et qui, pour ne pas être possédée par un homme dévoré par la haine, avait décidé de tout détruire autour d'elle pour éviter justement de tomber entre les mains de quelqu'un qui aurait pu tuer des millions de personnes avec. Donc, elle a préféré le sacrifice de quelques milliers de personnes pour éviter le sacrifice de millions d'entre elles. Et c'est elle qui était responsable de la destruction du continent de Mu. Et que c'est pour ça aussi que l'île de la Reine de la Mort s'appelle comme ça en référence à la Reine de la Mort, celle qui a donné la mort, l'armure du Phénix, et qui plus est un petit bout restant du continent de Mu. Voilà, donc si tu veux, on a créé du scénar pour expliquer et lier des choses qui étaient données comme info. Mais sur le personnage de Guilty, bon, à part le fait que il était le maître de l'île de la Reine de la Mort et qui veillait à ce que les Chevaliers Noirs ne fassent pas n'importe quoi, ne partent pas pour conquérir la planète, on savait pas trop ce qu'il faisait, quoi. Et donc, il nous a laissé carte blanche de remplir les trous comme on le voulait. Ok. Voilà. Ok. Alors, t'aimes pas trop le terme canonisé, hein, mais la prochaine question le contient, c'est qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez été adoubé, on va dire, par le maître, lorsqu'il vous a dit OK, lorsqu'il a lu votre histoire et il vous a dit j'achète, ça fait quoi? Ah là là, tu sais, c'est un grand honneur de bosser dessus parce que on est vraiment fan. Hein. Faut jamais oublier ça, quoi. Aujourd'hui, on est auteur de BD, on collabore avec Kurumada. Enfin, il y en a plein qui tueraient pour être à notre place, quoi. Et plein de mes amis d'ailleurs. mais en fait, moi je dis toujours, on reste des fans, hein, à la base. Hein. On est comme Teshigo Rogi qui fait Los Canvas, on est des fans de Senseiya de la première heure. Et donc le but du jeu, c'est de donner du plaisir à ceux qui vont lire les albums, autant que ce que nous on en recevait quand on était les mercredis après-midi devant les épisodes. Donc c'est ça notre objectif. Et alors bien sûr, ça passe par la collaboration avec Kurumada, qui est absolument incroyable, qui est très excitante, exaltante, et mais c'est juste un pur bonheur, et on est des fans, on sait d'où on vient, et travailler avec le maître, je le dis, hein, c'est vraiment un honneur, quoi. C'est un honneur. Et donc tout ce qu'on fait, c'est pour qu'il soit fier du produit qu'on va faire, pas fier de nous, c'est pas grave. On se connaît pas particulièrement, on s'est pas croisés, on discute par mail interposé, etc. Mais qu'il soit fier que l'œuvre qu'il aura validée et qui sera sortie de notre tête et de nos doigts
puisse faire briller encore plus la licence Senseiya, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est de faire briller Senseiya encore plus. C'est pas de dire Time Odyssey, c'est génial. C'est le fait de dire Senseiya, c'est génial, quoi. Et donc, pour ça, ben, on est juste les maçons qui faisons le 4e étage d'un immeuble déjà magnifique sans nous, et on essaie juste d'apporter quelque chose de plus, quoi. Ok, d'accord. Donc, c'est un grand honneur, un grand plaisir. Et quand la collaboration se manifeste en plus par des discussions, des divergences de vues, ça, c'est ce que j'adore le plus. Ouais. Parce que j'avais déjà eu ça sur Albator. Quand tu envoies les trucs et qu'on te dit, oh, c'est bien, vous pouvez continuer, c'est bien, vous pouvez continuer. Super, ça fait plaisir. Ok, c'est bon. Mais ce qui est chouette, c'est quand tu dis, ah non, là, ça va pas et tout. Ah ouais, mais pourquoi? Et comment vous auriez vu la chose et tout. C'est là que ça devient intéressant, quand tu discutes vraiment, que tu confrontes les points de vue et tout. Et je l'ai eu la chance d'avoir ce genre de discussion avec Matsumoto sur Albator. Et je suis très, très heureux qu'on ait ce genre de discussion sur Senseiya. S'il disait, oui, allez-y, faites comme vous voulez, et que ça donne après, désolé de casser du sucre sur le dos, mais que ça donne la série Netflix où Sean devient une fille, et qu'après, tu t'entends Kurumada dire, ah, mais je déteste que Sean soit devenu une fille. Bah, ouais, voilà, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de collaboration, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ce soit collaboratif. Qu'après, ce soit parfaitement canonisé, pas canonisé, on verra, ça, mais que ce soit vraiment collaboratif et qu'on soit vraiment une continuité de son œuvre et qu'il en soit fier, quoi. Et le fait que Masque de Mort devienne un chanteur de karaoké, ça y a fait quoi au maître? Je sais pas, je lui ai pas demandé, mais moi, ça m'a fait quelque chose en tout cas. Enfin, voilà, c'est pas du tout le genre de direction que j'aurais Je voulais déjà te poser la question de tout à l'heure, parce que vu que tu as parlé du fait que Masque de Mort, il est comme ça et il est comme ça. Quand tu vois ce qui a été fait sur Netflix, c'est même plus à 180, quoi. Voilà, c'est bizarre, quoi, le fait qu'il débarque en chantant. Bon, après, quand tu réfléchis que tu avais 7-8 ans et que tu voyais un mec qui disait je coupe la tête des gens et je les mets sur des murs, regardez comme ça fait beau chez moi. Waouh, tu te dis, j'entends Chaoui qui dit attends, Seyar, j'ai marché sur le sol s'est enfoncé sous mes pas. Oh, t'as marché sur la tête d'un homme, mais qu'est-ce qu'il fait pas? Enfin, je veux dire, c'est trash quand même. Peut-être que si j'avais tes parents dans ces années-là, je me dis, mais mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu regardes là? Donc, en effet, voir le mec arriver en dansant, en chantant, avec des masques de mort tout autour de lui qui chantent en même temps, c'est peut-être une version un peu plus light et peut-être plus politiquement correcte. Mais bon, ce qui faisait aussi la force de Senseiya, c'était ce trash système, et Masque de Mort en est un exemple poignant, quoi. Donc évidemment que je vais pas faire un chanteur de charme de Masque de Mort, quoi. En bonus à la fin. Ouais, bon, bah, du coup, tu as répondu à la question d'après. Comment s'est passée la relation et le degré d'application du maître pendant le projet. Donc, on va pas revenir là-dessus. Ouais, je vais juste rajouter un petit truc par rapport à ça. C'est que c'était. Il y a des moments où je te cache pas, je me demandais est-ce que vraiment il lit autant que ce que mon espoir imagine, quoi, tu vois, parce que des fois tu collabores, tu sais que tu collabores, mais s'il n'y a pas de retour ou que les retours c'est tout le temps ouais c'est bon, on peut continuer, tu te dis au bout d'un moment ouais il a bien lu, c'était pour revenir derrière dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est au mois de mars dernier, on devait sortir l'album en fait pour la Japan Expo, donc en juillet. Et au mois de mars dernier, on reçoit un petit message lorsque l'album est fini de Kurumada, enfin des équipes japonaises, qui nous disent bon, maître Kurumada voudrait bien tout relire quand même. Maintenant que vous avez fini l'album, je sais qu'il a validé étape par étape, mais il voudrait quand même bien tout relire pour être sûr de rien avoir oublié et tout. Ah, la pression. Là, si tu veux, on s'est dit, la vache, si d'un coup il se rend compte que ça va pas, ou qu'il avait peut-être validé un peu vite et que on a 10 pages à refaire, c'est bon, on est mort, quoi. Donc c'est là qu'on a décalé, en fait, qu'on a voulu assurer le cachou et décaler au mois de septembre. Et donc je te cache pas qu'on a attendu un peu fébrilement le retour du Japon. Et quand Maître Kurumada a écrit pour dire non seulement on n'a rien à changer, je trouve ça génial, mais en plus j'ai fini votre album, je l'ai posé, j'ai téléphoné à Akita Shoten en leur disant ça, tu le sors au Japon tout de suite. Enfin, tu veux, moi c'est Christelle Oulens qui m'a raconté ça. Elle m'a téléphoné dès qu'elle a reçu le mail. Elle m'a téléphoné, j'étais en voiture, j'ai décroché avec le haut-parleur là. Je dis, elle me dit, t'es assis, Jérôme? Je fais, oh là, ok, il y a une réponse du Japon. Alors attends, oui, je suis assis, mais je suis en voiture, donc je me gare. Je me suis garé, je fais, vas-y, balance la mauvaise nouvelle. Elle fait, non, pas de mauvaise nouvelle. Et puis elle me dit ce que je viens de te dire. Oh, et là, tu tombes par terre, quoi. Tu te dis, c'est incroyable, c'est la première fois de ta vie que tu as une situation comme celle-là. Déjà, on est pionnier dans ce genre de collaboration sur de la BD franco-belge. Personne n'avait fait avant nous.
du moins sur des licences japonaises. Ouais. C'était la première collaboration vraiment avec entre un auteur japonais et des auteurs français comme ça. D'habitude, ça se faisait avec des mangaka japonais, mais pas avec des auteurs français. Donc, on était pionniers en beaucoup de choses. Et puis là, on vient de te dire, mais en fait, ton album, il va sortir avant la France, au format sens de lecture européen, tout en couleur, au Japon. Et c'est Kurumada lui-même qui l'a demandé à l'éditeur. C'est fou. Voilà quoi. Et là, du coup, tu as eu des retours là-dessus? Parce que du coup, c'est sorti avant au Japon. C'est quand même dingue, ça. C'est ouf que ce soit sorti. C'est un produit qui est quand même destiné au marché français. Complètement. C'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, c'est génial. Attends, je vais te le sortir. Attends 2 secondes. Je vais le prendre. Voilà, ils sont là, mes albums, là. Ils sont là, tu vois, écrits en japonais, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, ces 2 livrets-là, ils sont sortis dans le pré-publicateur des éditions Akita Shoten, qui s'appelle le Red Champion. Et donc, il avait été mis en bonus. Donc, c'est difficile de dire les gens, ils ont acheté ou pas acheté. De toute façon, ils achètent le gros magazine de pré-publication. Donc, il y avait ça avec. Bah, super, ils ont eu ça en plus. Donc, on n'a pas, comme pour Albator, par exemple, un nombre de téléchargements qui pourrait dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais par contre, derrière, on n'a pas eu de retour directement d'Akita Shoten, mais notre traductrice qui est en contact avec eux et qui est souvent au Japon, justement, nous a dit s'être baladée un petit peu sur les réseaux sociaux et avoir eu des retours très positifs de forums, de choses comme ça sur Time Odyssey. Donc, on était très contents. Voilà. Ouais, c'est ouf. Ah, mais c'est ouf. Ouais. Franchement, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Non, mais clairement. Du coup, la prochaine question, en fait, tu réponds toujours avec un coup d'avance. Désolé, hein. Qui prouve que j'ai vraiment pas du tout lu tes questions. Ça doit être une pression de dingue de reprendre Saint Seiya, parce que là, on va parler de la communauté. La communauté, c'est Goldorak, c'est pas tendre, mais Saint Seiya, j'ai l'impression que c'est encore pire, parce qu'à savoir qu'il y a en plus de ça 2 clans dans les communautés Saint Seiya. Il y a les pro manga et les pro dessins animés. Est-ce que tu as été par des personnes extérieures autres que ton binôme pour essayer un petit peu de faire plaisir à tout le monde, en fait? Alors, c'est une vaste question, ça. Hein. Ouais, c'est assez vaste. Désolé. Tu vas t'amuser au montage, encore une fois, quoi. Albator, c'était très bienveillant comme public parce que c'est que des nostalgiques. Il y a la fan base, vraiment, les mecs hyper hardcore d'Albator qui connaissent Captain Harlock sur le bout des doigts, etc. Moi aussi, je le connais, il habite à Marseille. Ils sont pas légion, tu vois. Donc, faire un truc qui comme Mémoire de l'Arcadia, ça avait moins de stress, ça générait moins de stress parce que comme je m'y connais vraiment très très bien en Albator, j'ai envie de dire que je suis plutôt spécialiste par rapport aux gens qui vont être amenés à lire l'album. Ouais. Et donc, si je respecte dans les grandes lignes le Capitaine Albator, du moment qu'on leur donne un pirate, du moment qu'on le pirate est bien noir, ténébreux, et comme il l'était dans le dessin animé, ça passe très bien et les gens sont contents de le retrouver. Je pense que pour Goldorak, c'était un peu pareil. La grande communauté qui a acheté les albums de Goldorak, de Xavier, de Denis, etc., sont des gens qui ont grandi dans les années 80, qui se rappellent de ce robot-là. Mais peut-être que la part des gens qui connaissent par cœur les 74 épisodes, pour te citer les titres des épisodes en moins de 3 minutes 30, comme je le fais souvent, ça doit pas être légion non plus. Donc, il y a un côté très nostalgique. Pour Saint Seiya, le public, il est totalement différent. Et tu as bien fait de le rappeler, parce que la communauté vraiment des fans hardcore de Saint Seiya, elle est beaucoup plus importante. Quand tu prends la totalité des gens qui ont acheté Time Odyssey, tu as peut-être 40-50% de gens qui sont fans de Saint Seiya, alors que sur Albator et Goldorak, tu avais peut-être un pourcentage de fans qui était de l'ordre de 5 à 10%. Et le reste, c'était de la nostalgie et du plaisir de retrouver l'enfance. Donc la bienveillance qui va avec du moment que tu le respectes. Là, sur Saint Seiya, c'est vraiment différent. Donc, tu as 2 publics différents et il faut en effet satisfaire les 2. C'est compliqué et c'est tellement compliqué que ça m'a vraiment fait peur au début. Ouais. Je n'ai pas caché d'ailleurs que j'ai toujours été stressé par ça. Parce que tu as peur de décevoir aussi. Hein. Oui. Hashtag 7, 8, 9 Star Wars. Hein, donc, tu t'attelles à un truc qui est monstrueux, donc il faut être à la hauteur, quoi. Et voilà, je savais pas si on arriverait à l'être. Donc, ça me créait beaucoup de stress. Et j'ai mis des mois et des mois à arriver à me détendre en travaillant sur Saint Seiya. Chaque trick que je faisais, chaque case que je terminais, je me disais, bon, allez, qu'est-ce que les fans vont trouver encore à redire dans cette case-là, etc. Ouais.
Et j'en étais vraiment devenu limite un peu parano. Voilà, il fallait prendre un tout petit peu de recul et se dire, bon, écoute, au lieu de te poser la question de savoir qu'est-ce que les fans ils attendent, etc., fais quelque chose qui te plaît et qui plaît à Maître Kurumada. Et puis après, tu t'occuperas du fan service un peu plus tard, quoi. Ouais. Et en l'abordant comme ça, c'est aller plus calmement. Et puis, tu n'oublies pas, tu collabores avec Kurumada, quoi. Si les gens ils viennent critiquer ce que tu fais, ils vont critiquer aussi Kurumada qui a lu les planches et qui a trouvé ça bien. Qui a validé, ouais, qui a Donc, validé. voilà. Donc, quelque part, il faut arriver à capitaliser là-dessus et te dire, bon, c'est ce que tu apportes comme pièce à l'édifice. Ça a le droit d'être différent de ce que les gens en attendent. Ça a le droit d'être peut-être pas à la hauteur de leurs attentes, etc. Mais il faut que tu donnes toute ta passion et que tu mettes toutes tes forces dedans. Ce que j'ai jamais transigé sur une chose, c'est le temps passé pour faire en sorte que ce qui est dans l'album soit réellement ce qu'on avait en tête et ce qu'on voulait montrer. S'il y avait une case qui n'était pas à la hauteur de nos espérances, je la refaisais. S'il y avait un dialogue qui n'allait pas, on le refaisait, etc., etc. Et cet investissement pour donner vraiment le meilleur de ce qu'on pouvait donner, il est très important pour montrer auprès des fans, on se fout pas de votre gueule, quoi. On n'est pas là juste pour récupérer une licence parce qu'elle est bankable et puis en faire n'importe quoi avec, comme d'autres peut-être ont pu faire. Mais voilà, nous, on va vraiment donner le meilleur. Après, ça plaira ou ça plaira pas, ça c'est pas. Du moment que l'album est terminé et qu'il sort, il ne nous appartient plus. Ouais. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, c'était un gros stress de début, ouais. Non, mais oui, ça a été dur. Enfin, moi, je n'ai jamais caché que j'étais vraiment stressé par ce projet-là parce que Senseiya, ça m'a accompagné depuis que c'est sorti en France, ça m'a toujours accompagné. En fait, la plus grosse pression j'ai un que tu as reçue, sanctuaire à la maison. Mais voilà, je me suis mis la pression parce que je veux faire quelque chose qui est à la hauteur de ce que les fans ont le droit d'attendre d'un nouveau truc de Senseiya. Ouais. Comme moi, quand je regarde un nouveau truc de Senseiya à la télé, je suis en droit d'attendre certaines choses et que je râle quand je les ai pas. Ils ont le droit de râler s'ils les ont pas aussi. Donc voilà, je prends en compte tout ça et je l'intègre et je me mets la pression que je dois me mettre, enfin que j'estime devoir me mettre. D'accord, voilà. Ça marche. Mais oui, c'est pas toujours facile, ouais. Surtout pour les gens qui m'entourent, ouais. J'imagine. Mais ça va mieux, je me soigne. Non, et puis les retours du tome 1 sont vraiment positifs et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à lire. Je veux dire, il est là. Hein. Enfin, moi qui suis. Après, je peux pas parler comme j'avais pu parler pour la BD Goldorak parce que là, je suis vraiment néophyte. Hein, Mais quand tu vois, ne serait-ce que ta qualité des dessins, quoi. Enfin, je veux dire. C'est ouf, quoi. Les planches sont ouf. C'est comme j'avais dit, en fait, pour la BD, j'avais discuté beaucoup avec Denis. J'ai beaucoup discuté avec Denis Bajram pour Goldorak. Et j'ai dit, on pourrait sortir chaque case et en faire un poster, en fait. Mais toi, c'est la même chose. Mais c'est ça, en fait. Mais tu as raison, parce que là, tu es en train de toucher une autre question qui revient souvent, c'est comment techniquement je bosse. Mais en fait, je bosse case à case. Je bosse pas du tout. Enfin, je fais mon storyboard d'une planche entière. Mais après, quand je réalise l'album, c'est case par case. Et chaque case, chaque dessin de case est fait en grand format. Pour être après en tout petit à l'intérieur, c'est un gros dessin. Attends, je vais. Il va me sortir les planches originales. Bah oui. Alors, regarde, là, je suis sur voilà, ça, c'est du storyboard. Tu vois, hop là. Voilà, ça, c'est du storyboard. Je peux t'afficher en grand écran, je crois. Non, c'est pas là. Voilà, on te voit, ça pour moi un peu plus. Ouais. Voilà, donc là, on a un peu de storyboard, là, comme ça. Les croix, c'est juste que j'ai fait la case. Hein. D'accord, ok, ça marche. Ça veut pas dire que c'est pas validé ou quoi que ce soit. Donc voilà, hein, tu vois, c'est des toutes petites cases comme ça. Mais après, quand je travaille à la réalisation des planches. Là, tu sais que je vais recevoir des messages où les gars vont me dire, est-ce que tu peux lui demander s'il n'y a pas moyen d'acheter les planches originales? Tu sais que je vais recevoir des messages. Certainement. Voilà, pour une toute petite case, en fait, une toute petite case. Là, par exemple, je t'ai sorti un original du tome 1. C'est des énormes dessins comme ça, tu as vu. Alors, à l'arrivée, c'est pas plus grand que ça. Donc, toutes les cases, en plus, sont faites indépendamment. Après, je scanne, je colorise pour que ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Et je veux que l'illustration que j'ai sous les yeux au moment où je la fais, elle soit jolie avant d'être insérée dans l'album. Donc, c'est vrai que chaque dessin, peut-être pas, mais comme disait Denis, c'est vrai qu'on fait en sorte de donner le maximum sur chacune des cases. Peut-être pas pour en faire un recueil d'illustrations, mais faire en sorte qu'on soit fier de chacune des cases. Qu'il n'y en ait pas une qui soit moche en attendant
la prochaine jolie, quoi. Ouais, d'accord. Mais ça se ressent. Ça se ressent. La prochaine question, c'est, ça va repasser un peu sur le côté histoire, c'est comment tu as procédé pour choisir où incruster l'histoire? Alors, du fait que tu aies dit que ça va se passer en différents endroits, enfin, je sais pas, comment tu peux répondre à cette question au final? Comment tu as choisi les endroits pour incruster ton histoire de Saint Seiya? Les respirations du manga, parce Ouais. que tu peux pas le caser en plein milieu du combat contre Poséidon ou en plein milieu quand ils sont en train de se balader dans les enfers. Donc, il faut arriver à trouver des moments de respiration dans le manga ou d'un arc à un autre. Souvent, c'est entre les arcs qu'on se place et on raconte un petit truc inédit. Voilà. Donc, le D'accord. tome 2, ce sera le lendemain de la bataille des 12 maisons. Ah, Voilà. ouais, t'enchaînes, quoi, direct. Ils se reposent pas, les gars, parce qu'ils finissent Ah dans un ben, sale état non, quand mais même. ils Hein. proposent parce ils sont tous les quatre à l'hôpital Ouais. et non tous les 5 comme dans l'animé, mais ils sont que 4 parce que Iki a disparu dans la maison du Grand Pop. Il a été propulsé, on ne sait pas trop où, dans une autre dimension. Il reviendra que pour Poséidon. Donc, entre les deux, il n'est plus là. Et donc, les 4 sont à l'hôpital, mais pas de repos pour les antagonistes. Donc, pas de repos pour les héros non plus. Ah, Voilà. T'aimes les maltraités, là. Ça, malheureusement, c'est le principe du Neketsu. Hein. C'est que tu en prends plein la gueule, tu te relèves et tu saignes de partout, mais tu te relèves encore et tu finis par gagner. Donc, ça, c'est. C'est la force de l'amour. Ouais, c'est ça, mais je vais pas raconter une histoire Non, d'amour, non. moi. Je raconte du Saint-Pierre. Donc. Au niveau donc de tes nouveaux chevaliers, hein, qui s'appellent les stigmas, comment tu as choisi leur nom, tout simplement? Alors, les stigmas, c'est les chevaliers de bronze. Enfin, c'est le, l'associé du chevalier de bronze pour la hiérarchie du sanctuaire, quoi, hein, parce que c'est vraiment ceux d'en bas. Hein. En fait, D'accord. les Ah, donc ça stigmas, existait déjà. non, c'est pas que ça Ah existait, oui, mais c'est que, d'accord. en fait, la hiérarchie des antagonistes, elle est de telle sorte que tu as le grand méchant, Mhm. les Chronos, et puis en dessous, tu as les 12 heures, Ouais. les 60 leptas par heure, parce que ce sont les minutes, et les 60 stigmas par lepta, ce sont les secondes des minutes. Ah Et donc, putain, c'est. Ah ouais. chacun a un C'est. numéro, tu as vu sur le front. Ouais, ouais, ouais. Ça va de 1 à 12 pour les 12 heures. Ça va de 1 à 12 tiré 1 à 60 pour les leptas. Et ça va de 1 à 12, 1 à 60 et 1 à 60 pour les stigmas. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de personnages. Les Eh ben, tu stigmas, vois, c'est ceux qui j'avais sont pas vraiment en remarqué bas tout ça. d'échelle. Voilà. Les stigmas, c'est ceux qui J'avais pas sont. remarqué tout ça. Mais Ah ouais, du coup, ouais, ouais, putain, quand je Voilà. vois, Donc, oui, j'imagine ça la fait beaucoup de recherche. personnages. Hein. Évidemment, on va pas tout créer, hein, mais les Ouais, stigmas, c'est j'imagine. ceux qui ont tous le même, le même type d'armure, là, la même Ouais. armure avec le casque intégral. Après, les leptas, elles sont un petit peu plus différentes. Et puis, les heures sont ceux qui ont les armures un petit peu plus Ouais. balèzes, quoi. Et les Et armures leur nom, du coup? Alors, en fait, ils ont le même nom que les. Alors, on les appelle les heures Mhm. de Chronos, qui va de 1 à 12, avec Arctos, qui est la 12e heure, la plus puissante. Et puis, leurs armures, pour faire un petit jeu de mots, on a appelé ça les auras, A-U-R-A, les auras. Voilà, donc ça fait penser au mot heure et ça fait penser à l'aura d'un chevalier. Donc, c'est les auras des 12 heures. Voilà. Ouais, putain, là, il y a de la recherche de ouf quand même. Hein. Il y a vraiment de la recherche. Ouais. Ben, c'est important, Ah ouais, de. ouais, non mais oui, Ce oui. qui est génial dans Senseiya, c'est que voilà, tu vois les épisodes quand tu regardes la série télé ou que tu lis le manga, tu vois les épisodes, tu t'éclates et puis après tu dis, ce personnage-là, il était sympa et puis tu regardes son background, tu dis ah ouais, mais il y avait un truc mythologique derrière. Alors tu t'intéresses à la mythologie, tu dis ah ouais, mais c'est pour ça que Kurumada il a choisi de faire ceci et cela, pour ça que sur l'armure il y a ceci ou cela. C'est ça qui est intéressant, c'est Hum. que une fois que tu as fini de lire, tu peux refaire la même chose en regardant des bonus et tu te rends compte que tu as raté un nombre incalculable de choses. Nous, c'est ça aussi, c'est que tout ne soit pas visible à la première lecture, mais que tu aies envie de Ouais. revenir dessus, de redécouvrir des choses. J'ai vu que toi, tu avais la version classique dans ce que tu m'as montré, mais la version collector te rajoute énormément d'anecdotes et Faut que je d'informations la là-dessus. récupère chez un ami. Ouais, T'as fait une dédicace il y a pas longtemps d'un chaka pour ouais. Thibaut. Tout à fait, tout à fait. C'est pour un pote à moi en fait. Ok, Voilà, donc d'accord. il faut que j'aille lui piquer et ouais, aussi que je lise tout cet aspect Ouais, et collector. tu verras, il y a plein d'informations supplémentaires dans la version collector que tu n'as pas dans la version classique et qui permettent d'aller beaucoup plus loin en fait dans l'étude et qui sont tout simplement ce que nous on avait besoin de créer Ouais. pour magnifier l'univers et pouvoir après décrire ce que vous avez dans les albums.
Mais des fois, il y a des choses qu'on a détaillées qui finalement, on peut pas les mettre dans l'album parce qu'on n'a pas assez de place ou de temps. Voilà. Mais ça aussi, c'est un truc que je trouve excellent dans la collection classique. C'est justement ces making-of à la fin, en fait. Hein. Bien sûr. Il y en avait pas sur Albator. Non. Par contre, d'en avoir demandé, mais voilà. C'est gentil de me le faire remarquer. Mais voilà, j'aurais bien aimé faire un petit hardou parce qu'il y a plein de choses à raconter. Mais ça viendra peut-être après. Qui sait, peut-être que tu pourras le faire après. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert du coup ce côté-là avec Goldo et je trouve ça excellent en fait Puis ça rallonge la durée parce que c'est vrai que elle se lit vite, hein, mine de rien. Elle se lit très vite et le fait d'avoir un petit peu, même à la fin, un tout petit peu d'histoire sur les armures et autres, ça rajoute de la durée de vie, ça rajoute du plaisir en fait. Et ça apporte des réponses. Du coup, on a envie de retourner après dans la BD pour se dire et du coup, ce qui fait qu'effectivement, on la relit plein de fois la BD. Donc c'est vraiment excellent. Et je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment super bien pensé. Alors, je sais pas qui chez Kana a eu l'idée des making-of à la fin, mais je sais pas qui c'est qui a eu l'idée, mais top. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais, non, c'est vachement bien ces trucs. C'est vachement bien. Et puis, de toute façon, on a le matériel. C'est ce que je disais à Kana, on a le matériel. Il s'est inquiété de savoir si pour les autres albums, enfin les autres tomes, il y aurait encore assez de matière à mettre. Vous inquiétez pas, de la matière, il y a plein de choses. Donc, ne serait-ce que de la recherche graphique, moi, j'abats la moitié de l'Amazonie en feuilles de papier pour trouver les bonnes armures, etc. Donc, rien que tu dessines les recherches sur papier, graphiques. Toi. Ouais, je fais tout sur papier. Ouais. D'accord. Je fais tous les dessins sur papier, après je scanne et je colorise à l'écran d'ordinateur. Ah ouais, donc c'est encore une autre méthode. Parce que Goldorak, par exemple, a été fait 100% numérique, tu vois. Je sais pas, peut-être, ouais. Si, Goldorak a été fait 100% numérique. D'accord. Ok, donc toi, tu es encore un peu dans le. Donc, du coup, tu crayonnes. Oui, je crayonne, je dessine, j'utilise ma table lumineuse pour faire mon agrandissement de crayonné, pour faire mon ancrage. Ouais. Je fais la bonne vieille méthode. C'est certainement pas la plus rapide, mais c'est celle qui me convient le mieux. Non, mais c'est intéressant parce que moi qui ai eu beaucoup de retours sur Goldorak, certains étaient déçus, tu vois, du fait que ce soit entièrement fait à l'ordinateur. Alors, personnellement, je ne suis pas assez connaisseur pour percevoir ce que ça change sur le produit final, mais c'est vrai que certains m'ont dit c'est dommage, ça a été fait entièrement numériquement, mais là, du coup, savoir que toi, tu fais encore ça sur papier, c'est assez ouf en fait. Ben, moi, j'aime bien aussi parce que derrière, je fais des expos et j'aime bien présenter mes originaux sur un mur. Quoi. D'accord, ok. Et quand tu fais en numérique, malheureusement, tu n'as pas d'original. Voilà. Mais moi, je comprends tout à fait de faire en numérique. Déjà, ça coûte moins cher en matériel. Et puis tu peux revenir en arrière plus facilement. Mais bon, moi, j'aime bien aussi commettre des petites erreurs. Pas trop non plus, mais j'aime bien quand il y a des petites erreurs sur le dessin, de proportion, de choses comme ça. T'es pas parfait. Donc, faut accepter de faire des erreurs. Et puis, ça fait partie du charme aussi de l'album. Bon, encore une fois, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein. Oui, non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. La dernière question, au final, elle sert à rien. Parce que tu réponds, tu as démenti en fait ma question. La question c'était, n'as-tu pas peur que si les chevaliers de bronze, à ce niveau de l'histoire originale, abattent un dieu comme Chronos, cela bouleverse l'ordre des puissances. Mais vu que tu nous as dit qu'au final ce serait pas comme ça que ça se passerait. Ouais, mais ça c'est une question intéressante parce que tu vois, par exemple, les 12 heures, on va dire que c'est l'équivalent des chevaliers d'or pour le sanctuaire, quoi. Et pourtant, il y en a qui sont affrontés dans le premier tome, alors que les chevaliers de bronze n'ont même pas encore fait la bataille du sanctuaire, ils n'ont même pas découvert le septième sens, etc. Donc, s'ils sont capables de les battre dans le premier tome, c'est sûr que d'un claquement de doigts, ils les font disparaître dans les tomes suivants, une fois qu'ils ont augmenté de level. Donc, il fallait en effet prendre en compte ce genre de choses. Et les 3 heures qui sont mises en avant et qui sont battues dans le tome 1, ce sont les 3 moires, comme tu l'as vu, battu par Iki, qui est de loin celui qui est capable de balancer le plus de patates parmi les 5 bronzes, du moins à ce moment-là de l'histoire. Donc déjà, il y avait un rééquilibrage du fait d'avoir choisi le plus fort des 5 pour le tome 1, pour les battre. Mais dès le tome 2, on explique, bon, il y a d'autres heures qui vont intervenir et qui vont aller combattre les chevaliers de bronze, mais il fallait en effet un petit discours à un moment. C'est Arctos qui le fait. Alors, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais grosso modo, c'est un truc du style. Pour le premier album, on a envoyé les 3 moires parce que comme elles maîtrisent le destin des gens, elles n'ont pas besoin d'avoir une force, une puissance
super importantes. Mais maintenant qu'elles ont été battues et que les chevaliers de bronze ils sont montés en level, maintenant il faut qu'on envoie nos meilleurs guerriers, qui montraient bien qu'il y avait au sein des plus puissants parmi les heures, là aussi un échelonnement des puissances, parce que sinon en effet c'est pas cohérent et si tu les bats dans le tome 1, il est sûr que dans les tomes suivants, du fait de ton level up, tu vas les battre encore plus facilement. Donc il fallait le prendre en compte. Donc ouais, tout à fait, c'est une question tout à fait pertinente et parfaitement liée au fait que ce soit mais au fait que ce soit lié aussi à un truc étalé dans le temps. Bah oui, ça veut dire que ils sont pas très forts au début, ils sont super puissants à la fin, et il faut des antagonistes qui respectent le même niveau, sinon ils se font tuer dans le premier. Ou alors ils tuent facilement les antagonistes dès le deuxième. Mais donc donc c'est très pertinent comme question, et on a cravaché pour trouver une bonne solution. Ouais. Ok. Et justement, tu es venu plusieurs fois à parler du tome 2. Il y a un rythme de parution imposé ou c'est... On essaye de faire en sorte d'en avoir un par an, parce que on sait que pour les fans de manga, c'est pas beaucoup. Pour la franco-belge, c'est relativement classique. Et puis si on espace un peu trop, j'ai peur que ce soit trop long. Ouais. Donc j'essaye de respecter le 1 par an. Mais le premier m'a mis 1 an et demi à être fait, plus 6 mois de pré-production. Alors, ce travail de pré-prod, j'aurais pu à le faire pour les tomes suivants, donc on peut l'enlever de l'équation, mais j'ai quand même mis 1 an et demi pour le premier tome. Passer 1 an pour le deuxième, ça va être délicat. J'en suis à peine à la moitié du deuxième, là. D'accord. Mais j'ai plus tant de mois que ça pour que la date de Japan Expo Paris puisse être véridique pour la sortie du deuxième. Respecté, voilà. Il faudrait que j'ai fini fin mars, donc... Je reconnais que je suis un peu tendu du slip là. Je sais pas si ça a déjà été dit quel chevalier serait à l'honneur sur le numéro 2. Ça a été dit, ce sera Sean d'Andromède, ouais. D'accord, ok. Sean d'Andromède, et je peux rajouter un petit scoop pour toi, qui est on essaie de faire tomber un petit peu les gros classiques de Senseiya, voire les trucs un peu poncifs, répétitifs, etc. Et donc, Shun, dans ce tome 2, ne sera jamais de la vie sauvé par Ikki du Phénix. Contrairement aux milliers de fois où on le voit dans l'animé ou dans les films, Shun n'aura pas besoin de son grand frère pour lutter. Voilà. Il se débrouillera tout seul, ça marche. Il se débrouillera tout seul comme un grand. Ok. Bon, et pas comme une grande de Netflix. Comme un grand. Alors là, la question, elle va porter très loin, hein, parce que l'après Senseiya, c'est quoi? Voilà, l'après Senseiya, c'est dormir un peu, parce que je pense que je vais pas dormir pendant 5 ans là. Je sais pas, moi il y a plein d'autres licences qui me plaisent bien. Ouais, je te demandais dans les questions de me citer 3 licences que tu aimerais vraiment reprendre. Ulysse 31, Nicky Larson et alors j'aime beaucoup Jace, il n'y a pas de fin, donc j'aurais bien aimé rajouter une fin à la fin de Jace, mais bon, c'est un peu... C'est un truc que j'aimerais bien, ça, qu'un jour quelqu'un se dise, et si on faisait une fin à Jace, ça serait vraiment ça. Et sinon, c'est assez étonnant comme réponse, mais j'aime beaucoup les mondes engloutis. D'accord. J'aimerais bien faire un truc sur les mondes engloutis. Bon, après, mais en tête, c'est Ulysse 31, ça c'est sûr. Mais t'es pas le premier à me dire ça, parce que dans la team Goldorak, il y avait déjà du Ulysse 31, il me semble. Ouais, mais là, ils peuvent rêver. Ulysse 31, ils l'auraient pas. Ouais, non, mais ouais. Il doit commettre un meurtre je Brice, Denis, Xavier, Alexis B, si vous m'entendez, montez au créneau là pour Non, bon, enfin voilà. Tu m'as demandé une lettre au Père Noël, donc je te réponds. Après, il y en a plein des animés qui sont super sympas et qui méritent de faire des choses. Moi, j'aime beaucoup Dark Vador aussi. Alors, je change d'univers, mais un jour, je peux faire un truc sur du Star Wars. Il faudra que je travaille un peu mon anglais d'ici là, mais ouais, j'aimerais bien. Mais bon, tout ça, c'est des lettres au Père Noël. En tout cas, c'est du post-2026 parce que Senseiya va nous amener jusqu'en 2026 et on a le temps de voir les choses d'ici là, quoi. Excellent. Alors moi, Senseiya, j'ai vu donc forcément le Sanctuaire, j'ai vu Hades aussi parce que je les ai vus sur Netflix. Moi, je suis mitigé quand même sur certains points parce que là je vais parler à toi. J'ai un problème. Ah, c'est toi. Pardon.
Non, mais je me demandais si c'était moi en fait. Non, c'est moi. Justement, j'en parlais avec parce que j'étais dans un magasin qui m'a prêté des figurines pour faire un décor Saint Seiya chez moi. Et comment tu expliques que donc dans l'arc Hades, tu es Thanatos qui balance son rayon de la mort qui troue les slips pour tuer la sœur de la soi-disant sœur de Seiya. Et là, tu as un gamin de 10 piges qui se dit « Ah, il y a quelque chose qui arrive », qui se prend le truc de plein fouet, et puis qui se relève 30 secondes après en disant « Non, bah ça va, j'ai rien. » Ah, bah attends, c'est un futur chevalier d'or, ce petit garçon de 10 ans. Ouais, mais quand même. Et pas des moindres, c'est le futur chevalier du bélier. Et comme je suis bélier, au même titre que toi qui faisait du chauvinisme pour son chevalier du lion, bah écoute, voilà, c'est le bélier, quoi. Non, mais après cette fin d'Hadès, elle est peut-être un peu discutable et elle est peut-être pas exactement comme Maître Kurumada l'aurait voulu. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, je suis pas certain, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, on lui a demandé de terminer cette partie-là parce que Senseiya était un petit peu moins en odeur de sainteté au Japon. D'accord. Okay. Donc peut-être qu'il n'a pas pu faire exactement comme il voulait ou tout ce qu'il voulait, etc. Il a dû bâcler, quoi. Ouais. Voilà. Après, bon, le level up, c'est toujours compliqué, hein, parce qu'au bout d'un moment. On le voit avec Dragon Ball Super, quoi. On ne sait plus quelle couleur de feu utiliser tellement qu'on a tout fait. Donc, c'est ça. Voilà, je ne commenterai pas les choix scénaristiques de Maître Kurumada sur Hades. Moi, je sais que de manière générale, Hades, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Incroyable. Et beaucoup plus profond et beaucoup moins répétitif que ce que pouvait l'être un Poséidon par rapport, qui est très bien aussi, hein, mais un Poséidon par rapport aux 12 maisons où, au lieu de franchir les maisons, on casse les piliers et puis on affronte à chaque fois un chevalier qui protège un pilier. Là, dans Hades, il y a un peu le même système. Quand ils descendent aux enfers, il y a les prisons et tout, mais en fait, très rapidement, on s'affranchit de cette narration classique et répétitive pour aller dans la narration totalement décousue à droite, à gauche, dans tous les sens. Et je trouve que ça donne une rythmique au résultat final qui est beaucoup plus intéressante que ce que ça pouvait être dans Poséidon ou même dans les 12 maisons, qui est pourtant mon arc fétiche, quoi. Mais il va falloir que j'arrête de discuter avec des fans de Saint Seiya parce que vous êtes en train de me retourner le cerveau là et il va falloir que je me penche sérieusement sur la question. C'est que tu as autant de discours que ce que tu as de fans de Saint Seiya en fait, parce qu'on a tellement aimé l'œuvre et on s'est tellement accaparé avec le temps que voilà, on pourrait faire des dissertations et c'est pour ça aussi que des mecs s'insultent sur les forums parce que leur vision, ils pensaient être la bonne, voire la meilleure, voire la seule que l'on doit avoir de Saint Seiya, et puis les autres ont forcément une autre vision, et tout le monde a raison et tout le monde a tort. Enfin, voilà, personne n'a tort, je veux dire, c'est tout le monde a raison, quoi. C'est juste que nous, on aime Saint Seiya pour telle chose, on l'aime pour telle autre, etc., quoi. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais Saint Seiya pour des raisons différentes. C'est pourquoi je l'aime aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, j'adore les thèmes mélancolico-dramatiques. Les sacrifices, les choses comme ça, les moments vraiment épiques. Quand j'étais plus enfant, j'aimais au contraire les couleurs très, très flashy des attaques, des armures, etc., quoi. Aujourd'hui, ça passe un peu au deuxième plan par rapport à l'émotion qui est véhiculée par un sacrifice, par une musique, par exemple, de Seiji Yokoyama dans l'animé, et que j'écoute pour travailler aussi. C'est marrant parce que Xavier d'Horizon écoutait aussi les musiques de Goldorak pour travailler sur Goldorak. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Enfin, franchement, hein, c'est quand les musiques sont aussi belles que celles de Goldo pour Xavier et de Yokoyama pour Saint Seiya, tu veux aller chercher quoi? Je suis d'accord. Ça te met parfaitement dans l'ambiance. Alors, tu choisis un peu ta playlist, tu vois, par rapport à ce que quand tu fais une scène d'action, tu mets des musiques qui bougent un peu. Quand tu mets une scène vraiment triste, puis alors, il y en a à foison, hein, des musiques de Saint Seiya avec, qui te font tirer ta larme. Donc, voilà, bah, tu voyages avec. Tu voyages avec. Donc, c'est super. C'est un vivier absolument incroyable. C'est aussi toute la richesse de la licence qui fait que ouais, tu apportes une pierre à un édifice qui est tellement gigantesque qu'il n'y a pas besoin de toi. Mais tu fais en sorte que la pierre que je t'amène, tu mets toute ta passion pour bien la polir et qu'elle brille autant que les autres, et pour surtout pas ternir le château que tu es en train d'agrandir, quoi. Voilà. On finira là-dessus. Ok. Ce que tu viens de dire, c'est très bien. Juste une dernière, juste un dernier truc, c'est il y a un truc qui a été teasé là il y a pas longtemps. Hein, tu penses que tu as eu les yeux qu'on saignait en voyant ça, non? Est-ce que toi, tu iras le voir déjà? Oui, parce que je peux pas me permettre de dire j'aime pas si je suis pas allé voir.
De la même C'est très bien. manière que tout n'était pas désagréable à regarder dans le film Legend of Sanctuary, où il y a le fameux masque de mort qui chante sa comédie musicale. Il y a des choses qui sont très bien à l'intérieur et d'autres que j'apprécie moins. En fait, il faut toujours se poser la question pour qui est destiné ce que tu regardes, en fait. La série de Netflix, tu vois, alors on parle pas de la même chose puisque là, tu es en train de me parler du film en live action, mais la série de Netflix, par exemple, qui change le sexe du personnage de Sean d'Andromède qui devient une fille, pour des raisons plus ou moins cohérente. Enfin, je trouve que l'idée de vouloir féminiser des personnages, après tout, pourquoi pas. Mais s'il y en avait un qu'il fallait surtout pas remplacer par une femme, c'était Sean, parce que ça faisait dire, trop cliché, quoi. C'était mais vraiment. voilà, ça va à l'inverse de ce que tu veux montrer. Quoi. Tu veux montrer que les filles sont capables de. Prends pas celui qui ressemble le plus à une fille, quoi. Tu vois, dans Legend of Sanctuary, le fameux avec le masque de mort qui chante, il y a un personnage, il y a un des 12 chevaliers d'or qui est devenu une fille. C'est le chevalier Milo du Scorpion. Eh ben, je trouve que ça avait sens plutôt que de donner une fille à Aphrodite des Poissons qui est super androgyne et donc du coup bah tiens hop c'est lui qui va devenir une fille comme ils ont fait pour Sean d'Andromède pour la série Netflix. Donc voilà, il y a des choix qui sont faits, moi je les partage pas. Alors je crois comprendre que quand les États-Unis achètent une licence, derrière ils en font ce qu'ils veulent. Ça a l'air d'être un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas quel est le degré d'implication de Kurumada dans la série de Netflix, mais quand je lis que Kurumada est pas content de voir Sean en fille, tu te dis, ouais, enfin, ça, c'était écrit, à mon avis, dès le début que Sean serait une fille. Donc, ça veut dire qu'il devait pas être très, très inclus dans le projet. Parce que si moi, j'avais fait Sean une fille dans ma BD, je peux t'assurer qu'il n'aurait pas attendu la fin de mon album et la sortie dans les bacs pour me dire, je suis déçu que Sean soit une fille. Hein. Voilà. Donc, il aura annulé le projet, simplement. Ben voilà, tout simplement. Voilà. Nous, notre objectif, c'est d'être le plus proche possible de l'œuvre originale pour que les fans de la première heure, donc, notre public cible, c'est les fans de la première heure, puissent avoir du plaisir en lisant les albums. Et les fans de la première heure, c'est pas le public cible de la série de Netflix. La série Netflix, elle va s'adresser à un public beaucoup plus jeune. Et je le vois, moi, en dédicace, je vois énormément d'enfants qui viennent me voir et me disent, j'achète votre album parce que j'ai vu Senseiya sur Netflix et ça m'a bien plu. Je fais, mais t'as vu quoi sur Netflix? Ils me disent, j'ai vu le truc en image de synthèse, machin, etc. Et c'est leur premier pas dans l'univers de Senseiya. C'est la série Netflix. Je l'ai compris comme ça. Je l'ai regardé avec mon fils. Et alors moi, aller voir se combattre contre des tanks et des hélicoptères, même en n'étant pas un fan vraiment de Saint Seiya, je m'arrachais les cheveux, tu vois. Mais je me suis dit, non, en fait, c'est fait pour, je pense, intéresser les gamins qui ensuite vont aller chercher de la complémentarité ailleurs. Moi, je l'ai vu comme ça, en fait. Et à mon sens, il n'y a pas de mauvaise manière de rentrer dans un univers. Moi, le but du jeu, c'est que l'album qu'on ait fait puisse toucher tous les publics. Bien sûr, je veux surtout pas me mettre à dos le public de l'époque parce que j'en fais moi-même partie. Donc, c'est en effet aussi pour un petit plaisir personnel de faire cet album-là. Donc, il faut que le public de la première heure s'y retrouve. Et fort heureusement, les critiques semblent montrer qu'ils sont super contents de cet album. Mais il doit être aussi adapté à tout type de public, même des gens qui connaissent pas Senseiya. C'est pour ça que ton retour de début d'interview, il est très intéressant de dire, voilà, moi, je connaissais pas l'univers de Senseiya, je suis rentré dedans et j'ai eu tous les éléments pour le comprendre et j'ai bien aimé. Après, pour en être vraiment fan, il faut certainement être fan à la base, mais voilà, c'était ça aussi l'objectif. Et s'il y a des... C'est ce que je dis en fait dans la vidéo, dans mon texte que j'ai écrit pour ma vidéo, pour ma conclusion en fait, parce que c'est moi qui conclurai la vidéo en disant je vais maintenant vous donner mon avis à moi de novice. Et ouais, moi j'ai mon fils de 13 ans qui l'a lu, qui connaît Saint Seiya, mais alors très 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 vaguement. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça peut se lire, n'importe qui peut lire et apprécier la BD en fait. Et ça c'est bien. Alors on passe à côté d'énormément de choses. Voilà. Hein. Parce que moi tout très clairement, tout ce qui concerne Chronos, je savais même pas que Chronos existait déjà dans Saint Seiya, tu vois. À quel point il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est un antagoniste qu'on a créé. Hein. Mais il apparaît un tout petit peu dans la suite officielle de Maître Kurumada qui s'appelle Next Dimension. Et évidemment, ce sera le même. Ce sera le même Chronos. Donc, non, mais c'est ça, tu vois. On va parler du tome 5 tout à l'heure. Il faudra reboucler quand même avec Next Dimension. C'est ça. Ouais, non, mais ouais. Donc, et c'est ça, en fait. On m'a expliqué vraiment tous les. Mais déjà, moi d'entrée de jeu, en fait, je prends le bouquin, j'ouvre le truc. Et là, on découvre, alors je sais pas si ça, je le mettrai ou pas dans la vidéo, hein, mais je découvre que c'est Ikki qui est censé recevoir le corps d'Hadès.
J'envoie Ouais, un message. ça, c'est J'en- peut-être le truc un peu couillu. Ouais. Quand on est mais parti moi, je sur me cette suis dit. idée-là, ouais. Quand on est Et en parti fait, sur si cette tu. idée-là, on s'est dit, bon, allez, on se le Non, tente. Et mais puis, je trouve alors ça après, génial. Mais je trouve ça, ouais, ouais. je trouve Et, le turnover génial. Et en fait, j'envoie un message à mon pote parce que j'ai vu Hades, donc j'ai vu tout ça. J'ai joué aussi au jeu Saint Seiya sur mobile, tu vois. Et j'envoie un message à mon pote pour qui t'as fait la dédicace. Et je lui dis, mais je fais, normalement, c'est bien Sean qui reçoit. Il me dit, oui, oui. Il n'avait pas encore reçu ta BD, il l'avait pas encore lu à ce moment-là. Donc j'ai dit, ok, d'accord, je vais pas plus loin, tu vois. Et effectivement, quelques pages plus loin, et là, déjà, en fait, moi, tu m'as conquis directement à ce moment-là, en fait. Tu vois, le fait d'avoir eu les couilles de faire ça. Moi, déjà, je me suis dit, bon, et, ok, ils ne se sont pas contentés de faire un truc à la con basique. Ils ont été dans le dur. Et ça, moi, j'ai été conquis à ce moment-là. De alors, la BD. c'est un petit point qui sépare un peu le public. Il y a des gens qui trouvent ça super couillu et génial d'être retombé sur les pattes et faire en sorte que c'est notre album qui explique ce qui s'est passé plus tard Ouais. dans l'animé que tout le monde connaît, que tu Mmh. connaissais toi aussi. Ouais, ouais. Et puis d'autres qui disent, ouais, c'est un peu trop couillu. Mais c'est pas Ah, il y grave. a des gens Ça qui fait sont pas partie de, contents. Putain. ouais, enfin, pas toujours. Mais ça fait partie des choix artistiques forts et c'est ça qui donne un peu de profondeur aussi. Et Ah ouais, ouais. typiquement, pour moi, c'était le point fort de l'album, c'était ça. Enfin, le point fort. Le Oui. point un peu touching, quoi. Et je l'ai mis dans la bande-annonce. Je pouvais pas m'en empêcher. J'avais qu'une seule idée, c'était de créer la bande-annonce autour du visuel d'Iki en armure d'Hadès. Rien que pour faire dire aux gens, mais putain, il a fumé, Jérôme. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Putain, il Ouais, faut mais qu'il révise un peu. Il connaît rien à l'univers de Senseiya. C'est Sean, ouais, la réincarnation d'Hadès, pas du tout t'as ici. essayé de créer un peu le bad buzz, en fait, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'était Mm. rigolo. Ou du moins se poser un peu la question de dire, mais c'est trop bizarre, quoi. Ouais, donc ça doit pas du tout être officiel, c'est pourri, machin. Mais ça me fait rire, moi, ça me fait marrer parce que je l'aurais Ouais. vu, j'aurais écarquillé les yeux, j'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc délire? Enfin, pas connerie, mais qu'est-ce que c'est Oui. que ce truc, quoi? Mais ça aurait attisé la curiosité, ça aurait fait discuter. Moi, je me suis éclaté depuis que la bande-annonce a été diffusée au mois de mai dernier, je m'éclate à lire toutes les théories avant la sortie du tome 1 mais pourquoi est-ce qu'on a vu Iki en Hades, etc. Il y avait 25 millions de théories. C'est très drôle, quoi. Moi, Ouais, ouais. c'est mortel de rire. Quand tu fais une bande-annonce, Est-ce qu'il y avait tu te des. délectes de cette Est-ce idée-là, que quoi. tu en as lu qui se rapprochaient Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, carrément, ouais, carrément. Il y en a Ouais, même qui avaient tout trouvé. Il y a un mec, putain, c'est fou. un fou en Amérique latine, là, qui s'appelle César, je sais pas si tu le connais, mais Non, non. il fait plein de vidéos sur Senseiya et lui, il a visionné la bande-annonce et Hmm. il est allé vérifier, enfin, il est allé regarder dans chaque coin de case qui avait été diffusé dans la bande-annonce. Il y avait un bout de pied à un moment, il est allé comparer ce pied avec toutes les formes d'armure qu'il connaissait. Enfin, et du coup, il a réussi. Ce coquin, là, il a réussi à remonter une grande partie du scénar du tome 1, quoi. Alors, il n'a pas trouvé le coup de Iki, Shun, Hades, Ouais. mais il avait compris pour les moires, il avait compris pour le fil d'Orical, qu'il avait compris pour plein de trucs, quoi. Et ça m'a énervé parce que je me suis dit, j'ai pas été assez discret la prochaine, il faut que je sois encore plus discret. Voilà. Ah, mais c'est fou ce que tu racontes. Tu te rends compte l'engouement que tu as réussi à susciter, en fait, Ouais, enfin que mais c'est vous, parce que drôle, je c'est dis drôle. toujours toi, mais vous êtes deux, l'engouement que vous avez réussi à susciter dans le monde de Saint Seiya, c'est ouf, c'est franchement ouf. Mais C'est c'est ouf. drôle parce qu'on est fan aussi, donc on sait comment les gens ils réagissent, quoi. Ouais, non, mais, ouais, non, mais, ouais, J'aurais non, fait mais, pareil, hein, j'aurais regardé dans tous les sens la bande-annonce. ah, mais Voilà. carrément. Eh ben, écoute, Jérôme, je vais être 1h30, impeccable. Impeccable. Moi Bon. qui voulais réduire ton interview à une dizaine de minutes, ça va être top, je vais Ben, m'amuser. bonne chance. Salut. Amuse-toi bien. En tout cas, Jérôme, merci vraiment beaucoup pour ton temps. On vraiment, voilà, moi, Ben, écoute, je conseille. Hein, et puis on merci attend à vraiment la toi. sortie du tome Je 2. te laisserai de toute façon conclure puisque tu as déjà prévu ça, mais merci à toi aussi d'avoir proposé de faire cette vidéo et de défendre aussi l'album parce on a besoin de gens comme toi Ah, qui propagent la bonne parole de Senseiya. Donc voilà, et je trouve alors, ça d'autant la bonne, plus honorable de ta part que justement tu reconnais ne pas être un fan à la base voilà ce que de je veux dire. Senseiya, la bonne mais tu parole te, de Saint Seiya, je sais pas. voilà, Mais en tout mais cas, oui, ta mais BD m'a vraiment plu beaucoup. c'est ce que tu fais parce que voilà, tu as ton public qui te suit pour toutes les choses que tu aimes et tu vas lui faire découvrir ou tu vas aller sur un terrain que lui peut-être connaît mieux que toi. Oui. Et je trouve que tu as risqué de ta part. Donc bravo de l'avoir fait et bravo de le reconnaître parce que tout le monde ne le ferait pas. Et puis et merci de nous mettre en avant du coup.
Eh ben, écoute, c'est un plaisir et je peux dire que oui, j'ai des personnes de ma communauté qui, quand ils ont su que j'allais parler de Saint Seiya, étaient vraiment tout fous, hein. Bon, tant mieux, tant mieux. Voilà. Eh ben, écoute, merci encore une fois. Bon courage pour ces 4 années à venir, hein, C'est qui te ça. restent à faire. Et puis, Plus bah, que 4. écoute, on se reverra peut-être pour la sortie du tome 2 à ce compte-là. Ça marche. Bye Allez, bye. salut. Je te l'avais dit que c'était intéressant. Allez, je vais pas t'embêter plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la commenter et, important, à la partager. Et en attendant, n'oublie pas, plus d'abonnés, plus d'impact.